Bonjour à tous. Autrefois considéré comme le bastion de la stabilité en Afrique centrale, le Cameroun est au bord de l'implosion selon des femmes leaders issues de différentes régions et officiant dans différents secteurs d'activité au Cameroun et à l'international. Elles déplorent le fait que des conflits liés à Boko Haram et la crise anglophone ont causé plus de 10 000 décès depuis 2012. Au regard des foyers importants de violence, la crise humanitaire et la multiplication des violations des droits de l'homme, ces femmes leaders et citoyennes engagées lancent un cri d'alarme sur la situation politique et sécuritaire du Cameroun. Dans un plaidoyer publié dans la presse cette semaine, elles demandent à l'ONU de mettre la pression sur le gouvernement afin d'obtenir la libération de tous les prisonniers politiques non violents arrêtés arbitrairement dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, la crise anglophone et les mobilisations politiques au Cameroun. Elle plaide pour la négociation d'un véritable cessez-le-feu, l'initiation d'un processus de résolution des conflits sur le théâtre de la crise anglophone et l'ouverture d'un débat national sur la transition politique. Quels sont les enjeux autour de ces problématiques posées dans ce plaidoyer au féminin ? Le Conseil de sécurité des Nations Unies, destinataire de ce plaidoyer, peut-il jouer un rôle majeur dans le dénouement des crises multiformes qui secouent la République du Cameroun? En plus de l'ONU, ces femmes leaders ont tenu à adresser une lettre ouverte à la directrice générale du Fonds monétaire international. Elle l'exhorte à ne pas verser de fonds supplémentaires au gouvernement actuel du Cameroun tant que deux conditions ne sont pas remplies, à savoir l'audit des fonds du FMI et la traduction en justice de toutes les personnes responsables de détournement et de vol de ces fonds appartenant au peuple camerounais. Pour ces femmes leaders, il est incompréhensible que l'argent emprunté au FMI précisément pour aider à lutter contre la Covid-19 a été détourné et volé. Éclaboussée dans ce scandale financier, l'entreprise Mediline Medical Cameroun affirme qu'elle a mobilisé ses propres moyens pour soutenir le Cameroun au plus fort de la crise et elle s'est conformée au prix en vigueur selon la réglementation au Cameroun. Pourtant, l'utilisation des fonds Covid fait état des surfacturations et des contrats attribués à des fournisseurs non agréés et des fournisseurs ayant des liens familiaux avec des personnels de différents ministères. Que valent alors les arguments de l'entreprise Mediline Medical SA Cameroun, bénéficiaire des marchés évalués à plus d'une trentaine de milliards de francs CFA pour l'acquisition des tests de dépistage et des ambulances médicalisées commandées dans des circonstances controversées, et des responsables gouvernementaux et administratifs impliqués dans la gestion scandaleuse des fonds Covid-19 doivent-ils bénéficier de fonds supplémentaires pour lutter contre la Covid-19? Et parlant de budget, les conseils régionaux ont voté leur premier budget, en moyenne 2 milliards de francs CFA pour la première année de mise en service de ces institutions à 6 mois de la fin de l'année. Que peuvent faire ces conseils régionaux avec de tels budgets? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Jean-Robert Wafo, ministre du Shadow Cabinet du SDF, chargé de l'information. Il est également maire adjoint à Douala 2e, ex-maire adjoint à Douala 2e. Jean-Robert Wafo, bonjour. Bonjour à tous mes copanélistes ainsi qu'aux millions, n'est-ce pas, de téléspectateurs qui suivent attentivement cette émission. Merci d'être avec nous ce dimanche. En face de vous, sur le plateau de droit de réponse, député dans le département du CAM, communicant du parti au pouvoir, l'honorable Samuel Motte est avec nous. Honorable, bonjour. Merci Cédric, bonjour également. Bonjour à vos milliers de téléspectateurs, mais je ne voudrais pas également oublier de saluer les camarades aujourd'hui qui sont dans ce champ
de plaidoyer ou alors de discussions républicaines que constituent les débats hebdomadaires au Cameroun. Et on pense qu'à travers ces débats-là, on sortira avec une république fort de ces mécanismes constitutionnels, mais également fort également des ingrédients démocratiques. Merci d'être avec nous ce dimanche. Sur le plateau de droit de réponse, il y a également le secrétaire national du MRC chargé des affaires juridiques et judiciaires, Maître Roland Diou. Maître Roland Diou, bonjour. Bonjour M. Noufélé, bonjour à mes copanélistes et bonjour aux millions de téléspectateurs de la chaîne du peuple. En particulier, je salue tous nos amis politiques encore otages du régime de Yaoundé, au rang desquels notre trésorier national, le professeur Alain Fogué, que je salue. Je salue également le porte-parole du président élu, le professeur Maurice Kamto, en la personne de Olivier Bibounissac, et la centaine d'autres camarades, amis politiques détenus à Douala, à Bafoussam, à Yaoundé, etc. Sur le plateau de droit de réponse ce dimanche, il est l'un des éditorialistes quotidiens La Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse. Edmond Kamga est avec nous. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour à tous les copanélistes. Je renouvelle mes salutations fraternelles, cordiales et amicales aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ma sincère affection. J'ai un bonjour particulier à l'endroit de tous les Camerounais et toutes les Camerounaises de la diaspora qui nous regardent en ce moment. Nous allons d'entrée de jeu avec vous, Jean-Robert Wafo, évoquer cette réaction de l'entreprise Mediline Medical Cameroun, impliquée dans ce scandale financier lié à la gestion peu orthodoxe des fonds Covid mis à la disposition du gouvernement camerounais. L'entreprise fait savoir qu'elle a soutenu le Cameroun au plus fort de la crise sanitaire et qu'elle a respecté les prix en vigueur selon la réglementation existante au Cameroun. Comment appréciez-vous cette réaction de l'entreprise prestataire ayant bénéficié des marchés évalués à des dizaines de milliards de francs CFA? De mon point de vue, ça c'est le chant de cygne. Hein. Ce chant de cygne, cet oiseau, ce palmipède au beau plumage, qui présente la particularité de pousser son plus beau chant avant de mourir. Voyez-vous, Mediline Medical ne doit pas se moquer des Camerounais. Le rapport d'étape de la Chambre des comptes fait état de ce que, et d'ailleurs vous l'avez repris, vous venez de mentionner de ce que cette entreprise a bénéficié de marché d'une trentaine de milliards de francs CFA. Mais pourtant, les documents relatifs aux bons de commande et lettres commandes signés par le secrétaire, l'ex-secrétaire d'État en charge des pandémies de Lamido, le défunt Lamido Alim Ayatou, sur ordre, n'est-ce pas, du ministre des Finances, a relevé dans les bons de commande, puisqu'il y a une liste des bons de commande et des lettres de commande, d'un montant total de plus de 50 milliards de francs CFA, qui retraçait les marchés gagnés, les dates de signature des marchés, l'objet des marchés, les entreprises bénéficiaires, les bénéficiaires effectifs et les montants. Alors, dans ce récapitulatif, Mediline Medical, quand vous me dites c'est 30 milliards, c'est extrêmement grave. Mediline Medical a gagné, bref, on a passé 3 marchés à Mediline Medical. Le marché numéro 018, signé le 19 juin 2020, qui avait pour objet l'acquisition des tests rapides Covid-19 pour un montant de 1,750 milliard. Et le bénéficiaire, c'était effectivement, sinon c'était Mediline Medical, et le bénéficiaire effectif, c'était M. Youn Sung Gouk. Le marché numéro 020, la date de signature, le même 19 juin 2020, les Camerounais doivent le savoir. Objet, toujours l'acquisition des tests rapides Covid-19. Montant 5 milliards 250 millions. Entreprise bénéficiaire Mediline Medical, bénéficiaire effectif, toujours M. Youn Sung Gouk. Et il y a un troisième marché, c'est le marché numéro 162, qui a été signé le 25 août 2020, avec pour objet la fourniture
de 8 ambulances médicalisées de type C, pour un montant de 440 millions de francs CFA. La même entreprise, bénéficiaire médical, bénéficiaire effectif Youn Sungu. Ça veut dire que le récapitulatif des marchés porte sur 7 milliards 440 millions de francs CFA. Quand on parle maintenant d'une trentaine de milliards, rapidement, mais j'ai l'impression qu'on est dans une autre république. Et toi encore, quand je dis ce qui est contenu, listé, porte sur 3 marchés d'une valeur totale de 7 milliards 440 millions de francs CFA. Et ce qui est surprenant, quand cette entreprise fait part de ce qu'elle a aidé le Cameroun et tout, mais ce qui est surprenant dedans, c'est qu'on ne met pas la quantité. En dehors des 8 ambulances là, donc du 3e marché, on précise que c'est 8 ambulances. Mais les 2 autres marchés, on ne met pas le nombre, de tests à livrer. Est-ce que l'entreprise médicale peut fournir au public les bordereaux de livraison, les PV de réception? Est-ce que Mediland Medical peut nous dire depuis quand elle a été créée au Cameroun? Que Mediland Medical nous montre un seul marché gagné ailleurs, donc dans un autre pays. Ça n'existe pas. Et quand ils disent qu'ils ont aidé le Cameroun, qu'ils arrêtent. Le marché numéro 162, 8 ambulances médicalisées de type C à 440 millions de francs CFA. Ça veut dire qu'une ambulance devrait revenir au contribuable, devrait revenir à 45 millions de francs CFA. Alors qu'il y a un autre prestataire qui a proposé de livrer les mêmes ambulances, et chaque ambulance qui devait être livrée devait coûter 45 millions de francs, 15 millions de francs CFA, transport inclus. On laisse le prestataire qui dit, avec 15 millions de francs CFA, transport inclus, je vous donne 8 ambulances, c'est-à-dire 15 fois 8. On prend quelqu'un qui va nous facturer une ambulance à 45 millions de francs CFA. Ils ont aidé le Cameroun en quoi? En quoi ils ont aidé le Cameroun? C'est de se moquer des gens. C'est pour ça que j'ai dit, c'est le champ d'ici. Donc manifestement, l'étau se resserre autour de cette entreprise. Mais je leur demanderai plutôt d'aller se justifier donc, au niveau du TCS. Après vous, Jean-Robert Edmond Kambia, l'entreprise Mediline affirme qu'elle a livré 1 900 000 tests au Cameroun et a déjà bénéficié de 24 milliards de francs CFA. Elle revendique encore près de 8 milliards au trésor public camerounais, en notant qu'il y a d'autres tests qui n'ont pas été réceptionnés et qui n'ont pas été payés. Mais est-ce que pour vous, vous avez eu le sentiment qu'elle s'est expliquée sur cette surfacturation de 15 milliards de francs CFA évoquée dans le premier rapport, ce rapport d'étape de la Chambre des comptes? Il faut dire que cette entreprise est dans un rôle où elle est amenée à se défendre par rapport aux informations qui ont été publiées dans le rapport d'étape, dans le rapport de la Chambre des comptes, des fins limiers, des magistrats qui ont fait ce travail, qui ont pu déceler une marge que pourrait perdre l'État dans les 14-15 milliards de francs. Et il est de bon ton que cette entreprise puisse se justifier. Bon, maintenant la question est de savoir, est-ce que les éléments qui sont mis au devant de la scène pour se justifier permettent de mieux comprendre ce qui s'est effectivement passé? Est-ce que ces arguments avancés permettent de dédouaner cette entreprise? Je crois que les fins limiers et enquêteurs du tribunal criminel spécial sont à l'œuvre, sont en train de démêler les chevaux, et il n'est pas exclu que d'ici là, d'ici quelques semaines, nous puissions en savoir plus sur la situation réelle, sur les marges bénéficiaires, sur l'écart qu'aurait perdu l'État dans cette transaction. Mais il faut également dire que ce qui est en train de se passer, ce bel exercice auquel nous assistons, est une bonne chose pour la République. C'est une bonne chose pour la transparence financière. C'est une bonne chose dans un État qui se proclame État de droit. C'est une bonne chose dans un pays qui, pendant longtemps, a été qualifié, titré, parce qu'ayant eu 2 trophées de champion du monde de la corruption, notamment en 98 et en 99.
C'est une bonne chose également cet exercice parce que enfin, et pour cela je souhaite que tous les acteurs soient sincères, de part et d'autre. Parce que s'il y a de part et d'autre absence de sincérité ou manipulation, le public camerounais, le peuple camerounais ne saura pas véritablement quelle est la vérité dans cette affaire. J'accorde la confiance aux magistrats, aussi bien ceux de la Chambre des comptes qui ont mené cette enquête et qui la poursuivent encore dans le cadre du rapport final qui sortira bientôt. J'accorde également ma confiance aux magistrats du tribunal criminel spécial qui ont commencé ce travail de fourmi. Et je voudrais qu'à l'issue de ces enquêtes-là, le peuple camerounais sache effectivement quels sont les écarts, quels sont les points où on a décelé des malversations financières et qui ont été avérées et qui se sont avérées être justes et justifiables. Et je souhaite enfin que dans cette affaire, que ceux qui s'amusent avec les deniers de l'État, avec les deniers publics, puissent assumer les conséquences de droit et qu'enfin nous puissions, quand je dis nous, que le gouvernement puisse, à travers ce bel exercice, répondre à la question du FMI. Qu'avez-vous, qu'est-ce que le gouvernement a fait de la première phase d'argent débloqué dans le cadre de la lutte contre le coronavirus? Et que ce soit en toute confiance que le FMI pourrait, je dis bien pourrait éventuellement débloquer les autres fonds, mais il faudrait, et ça c'est le plus important, que le gouvernement respecte ses engagements. Parce qu'il était censé publier au fur et à mesure les marchés, les contrats qui ont été contractés. Pour que le Camerounais, l'opinion publique nationale et internationale sache effectivement l'usage qui a été fait de l'argent qui a été débloqué. Ça n'a pas été fait. Il faudrait également, et je le rappelle, ce n'est qu'un rappel, que l'audit indépendant qui a été demandé par le FMI soit fait pour clôturer tout ce qui est en train d'être fait en ce moment. Après vous, j'aimerais avoir la réaction de Maître Roland Duhou sur ces 24 milliards payés à une entreprise, Mediline Medical Cameroun SA, pour l'achat des kits de tests Covid-19. L'on note qu'il y a une surfacturation de 15 milliards selon le rapport d'étape de la Chambre des comptes, mais dans le communiqué de l'entreprise, elle dit qu'elle a respecté les prix selon la réglementation en vigueur au Cameroun. Qu'est-ce que vous en pensez? Je commence par me saisir de la correspondance de cette entreprise pour peut-être, à mon humble avis, recentrer le débat. Il ne faut pas que le gouvernement nous donne l'impression que chaque fois on va se concentrer sur les boucs émissaires, comme Mediline Medical Cameroun. Moi, je crois que la question centrale, c'est que ce gouvernement doit nous dire ce qu'il a fait de 180 milliards. Il doit nous dire ce qu'il a fait de 180 milliards, d'une part. Ensuite, et cela dans la plus grande transparence, on peut encore comprendre qu'il n'y ait pas eu la même pression sur les fonds de la CAN comme sur ceux du Covid. Mais j'aimerais attirer l'attention des téléspectateurs sur le fait que ce gouvernement a atteint des limites infranchissables dans d'autres contextes, dans un environnement sérieux. Parce que nous parlons là de la santé des Camerounais. Nous parlons là de ce qui est précieux à chacun de nous, c'est-à-dire la vie. Et nous observons que, pour dire le minimum, il y a un flou artistique sur qui sont ceux qui ont obtenu les marchés, quelles sont les règles qui ont présidé à l'attribution des 10 marchés, quelles sont les règles de facturation. Je préfère m'appesantir sur ces éléments parce que de mon point de vue, le cas Mediline, les surfacturations alléguées, je crois que c'est un sport que maîtrisent déjà bien les Camerounais, en tout cas ceux qui nous gouvernent. C'est un sport dans lequel ils excellent. Souvenez-vous qu'à une époque à peu près récente, lorsqu'on faisait encore le débat sur le scandale de la Coupe d'Afrique des Nations, un prestataire qui avait été indexé vous avait indiqué en son temps qu'il était tout à fait normal que l'on puisse acheter un sac de ciment à un certain prix que la décence ne m'autorise pas à prononcer ici, ou un camion de sable. Et il vous disait que c'était conforme aux normes en vigueur. Si Mediline s'est inspiré de la même jurisprudence, que voulez-vous? Que pensez-vous
que je puisse vous dire. Le souci est de mettre au cœur du débat la transparence dans la gestion de la chose publique. La transparence dans la gestion de l'argent public, plus encore la transparence dans la gestion d'une crise qui nous a frappé de plein fouet, comme cette crise du Covid. Le côté anecdotique, M. Noufélé, c'est que nous parlons des ambulances, nous parlons des tests, mais est-ce que nous parlons assez, notamment des membres du corps médical qui ont perdu la vie au cours de cette période, faute du dit matériel médical? Si on pose la question en aval, on peut se retrouver en train de faire fausse route. Est-ce qu'on se pose la question de savoir, cette gestion hasardeuse, combien de morts est-ce que cela a causé, au-delà des milliards qui sont partis en fumée, et dont on ne veut pas nous donner le fin mot toutes les fois qu'on le demande, en nous envoyant chaque fois sur des fausses pistes? Je rappelle qu'on a commencé par dire ici que le rapport partiel, provisoire de la Chambre des comptes n'était qu'un tract. Peut-être. Mais si Mediline se sent obligé de répondre à un tract, cela veut dire qu'il y a certainement quelque chose de plus intéressant devant, qu'il faut fouiller. Donc moi, vous allez me pardonner, mais en ce qui me concerne, la surfacturation alléguée doit être établie. Et c'est ce que nous demandons. Nous demandons que la lumière soit faite de ce qui a été fait du moindre centime géré dans cette histoire. Du moindre centime emprunté du reste pour faire face à une maladie qui a sévi, qui sévit d'ailleurs encore, et qui a servi à ceux qui nous gouvernent d'occasion, visiblement tout au moins, d'enrichissement. Je sors par la posture qu'a adoptée récemment le ministre en charge de la communication, qui a voulu revenir sur un principe dont je ne suis pas certain qu'il maîtrise lui-même les tenants et les aboutissants, à savoir la présomption d'innocence. Tout de suite, il a estimé qu'il fallait convoquer la protection de cette bonne vieille présomption d'innocence au bénéfice de tous ceux qui seraient éventuellement impliqués dans ce qu'on pourrait désormais appeler sereinement le Covid-Gate. Oui, évidemment que la présomption d'innocence est un principe que nous devons respecter. Mais ce ministre de la Communication sait-il seulement que lorsqu'on dit des personnes qui marchaient pacifiquement qu'elles sont des insurgés ou des rebelles ou des révolutionnaires, c'est tout sauf respecter la présomption d'innocence? Ce ministre sait-il seulement que lorsqu'il y a eu à Paris une attaque de nos ambassades, que c'est tout sauf respecter la présomption d'innocence que d'accuser tout de go un leader politique respectable de la scène politique? Sait-il seulement ce qu'on appelle la présomption d'innocence, ou croit-il pouvoir s'abriter, lui et peut-être ses collègues du gouvernement, derrière cette idée pour empêcher précisément que la lumière soit faite? Et ce que nous demandons, ce n'est rien d'autre que ça, que la lumière soit faite, et que la lumière ne soit pas seulement faite sur le Covid-Gate. Moi, je plaide pour que toutes les occasions qui ont donné lieu à des enrichissements indus et illicites, à des détournements massifs, impliquant d'ailleurs tout le monde, y compris la plus haute personnalité de mon point de vue. Parce que pour vous donner un exemple, on ne peut pas recevoir un don, par exemple, d'ambulance, et cela est présenté à l'opinion publique comme un cadeau d'un homme. C'est un détournement à ce niveau-là. Tout au moins, parce que le don n'a pas été fait à la personne, le don a été fait à l'État du Cameroun. Et le chef de cet État, de fait, comme c'est le cas en l'espèce, croit pouvoir offrir, comme si cela sortait de son patrimoine, quelque chose qu'il a reçu pour notre compte, à nous autres, comme si cela était des dons. Peut-être que l'audit devrait également clarifier la situation de toute cette mascarade, de tout ce folklore qu'on a vu certains ministres orchestrer en distribuant des seaux qui servent plus à puiser de l'eau pour quand on est sur un chantier qu'autre chose. Peut-être que cet audit devrait faire la lumière sur tout cela. Et donc, pour finir avec la question que vous avez posée, Mediline, de mon point de vue, a le droit de se défendre, mais sa défense me permet simplement de noter qu'il y a certainement sous la cendre un feu qui couve, et c'est ce feu-là que je veux voir
clarifier. C'est ce soubassement-là que je veux voir mettre à nu, que ce soit par la Chambre des comptes, où je sais qu'il y a des magistrats expérimentés qui sont parfois avec M. Mott des confrères, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent les chiffres. Je souhaite les voir vraiment mettre à l'œuvre leur expérience, leur grande expérience, leur talent, pour permettre au peuple camerounais, dont les ressources permettent leur fonctionnement, de voir clair dans la gestion de ces 180 milliards. Et parlons des chiffres, honorable Samuel Mott, dans le rapport d'étape, il a indiqué que ces tests, ces kits de tests antigènes ont été vendus à 17 500 francs CFA l'unité. Pourtant, le ministère du Commerce, à travers une de ses commissions spéciales, a recommandé que ce soit 25 tests qui soient vendus à 17 500 francs CFA et non un seul test à 17 500 francs CFA. Selon la Chambre des comptes, des informations que nous avons également, ça fait 15 milliards de plus dépensés dans l'achat de ces tests Covid-19 et l'entreprise, elle revendique 8 autres milliards pour ces tests. Comment vous appréciez cette situation? Je pense que si sur le plateau, le spécialiste des chiffres, un expert comptable déjà par formation n'est pas spécialiste des chiffres, il arrive effectivement souvent dans le cadre de notre mission qu'on ait une manipulation des chiffres, mais nous ne sommes pas des spécialistes des chiffres. Roland Diéou a avancé quelque chose tout à l'heure qui m'a fait bondir, parce qu'il veut établir une certaine exclusivité, une compétence exclusive sur les disciplines de droit, au point de dénier à un ministre de la communication de ne pas savoir ce qu'est, de ne pas avoir la compétence nécessaire pour savoir ce qu'est une présomption d'innocence. Je voudrais seulement lui rappeler que on ne peut pas avoir une compétence exclusive sur une matière qui, par essence, est de domaine public. Mais également, je voulais lui apporter également l'assurance de ce que, y compris les gens qui sont en détention provisoire, dès lors qu'ils ne sont pas à compte condamnés, ils auront toujours cet élément positif-là, qui est celui de la présomption d'innocence. On peut décider de les mettre, en détention pour des problèmes de sécurité, mais ils demeureront toujours avant qu'ils ne soient condamnés en situation de présomption d'innocence. Je voudrais commencer mon propos avec une certitude et une conviction. La certitude, c'est que premièrement, concernant l'opération qui a été demandée, qui était d'ores et déjà inscrite dans le corpus même de la mise en place de ce fonds spécial, il y aura un audit confirmé à cela par l'ordonnance du chef de l'État, réaffirmé par le décret du Premier ministre, nous sommes au mois de juillet, également souligné à fort trait de caractère par la circulaire du ministre des Finances. On a dit qu'il y aura un audit et l'audit est en train, sous nos yeux, en train de se passer. J'ai la conviction que j'ai envie de vous apporter ici, la certitude que j'ai envie de vous apporter, il n'y aura pas un second audit qu'on peut pouvoir brouiller les résultats du premier audit qui nous paraîtront de manière tout à fait désagréable. Nous nous sommes avancés dans une histoire de transparence. Cette transparence-là, elle sera couronnée par un certain nombre de décisions qui vont être prises dès lors que les faits soulignés ici ou là sont des faits avérés. Parce que gérer la fortune publique, attenter à la fortune publique et ne pas recevoir les foudres d'une quelconque sanction, ce serait totalement avéré dans le cadre d'une république. Et d'ailleurs, je m'en voudrais, et je peux même vous dire que je serais sanctionné en tant que communicant de RDPC si je venais dans votre plateau pour pouvoir apporter une quelconque caution à des actes aussi défiants. Parce que là, vous voulez aligner des chiffres, moi je vais me mettre très loin des chiffres, parce que quand on parle de fraude, il ne s'agit pas uniquement des fonds que l'on distrait, il s'agit également de notre propre sécurité. Les gens qui ont tendance à poser ces actes déviants-là ne s'arrêtent pas uniquement à prendre l'argent, à prendre la fortune d'autrui, notre fortune commune. Ils peuvent également, à l'intérieur de la société, monter un certain nombre d'organisations pour pouvoir assurer leur sécurité et mettre en mal la sécurité des autres. Donc il n'appartiendra jamais, que ce soit un communicant de RDPC, que ce soit un militant de RDPC, que ce soit un responsable, et encore sous le grand regard du président national de cette institution-là, d'apporter une caution à des organisations, à des manœuvres aussi déviantes. La conviction que j'ai également envie de vous apporter également, mais ça pourrait avoir l'avantage de nous amener un peu plus de sérénité. Je suis auditeur de formation. C'est des choses que je fais au quotidien.
je peux également vous apporter la conviction de ce que, quel que soit ce que vous mettrez en pratique, en œuvre, les gens auront une tendance à la déviance, qui est celle notamment de passer à travers les règles pour pouvoir faire quelque chose qui n'est pas recommandé. Et du coup, ce qu'on attend d'un dirigeant, d'une institution quelconque, c'est d'essayer de mettre en place un certain nombre d'éléments. Le premier élément, c'est celui de sécurité. Des sécurités qui nous permettent de protéger et de sauvegarder notre patrimoine, que ce soit le patrimoine familial, que ce soit le patrimoine d'une entreprise, que ce soit le patrimoine national qui est un patrimoine commun. La deuxième chose également, c'est qu'on lui demande de faire de temps en temps des contrôles pour pouvoir s'assurer que l'ensemble des sécurités qu'il a mises en place, qui puissent nous donner l'assurance raisonnable de ce que le patrimoine national est bien géré, qu'il y ait ces contrôles-là qui viennent attester de ce que c'est convenablement géré. Et en l'espèce, on ne peut pas dire que le cas camerounais, et dans la plupart des États, on veut ramener cette discussion-là à l'aune du Cameroun. Je peux vous dire, j'ai reçu tout dernièrement l'intervention de Michel Ravizi au Parlement européen, qui posait également des questions très lourdes en ce qui concerne l'ensemble de ces activités qui ont été menées dans le cadre de la lutte contre le Covid. Ce n'est pas nécessairement un mal camerounais. Mais en ce qui concerne le Cameroun, c'est premièrement les interpellations quotidiennes du chef de l'État qui attirent l'attention de ce qu'on ne peut pas impunément détourner la fortune publique. Mais j'ai commencé également, pour pouvoir donner un certain nombre de clignotants de ce qui peut arriver demain ou après-demain, des avertissements, c'est de dire effectivement, dans le cadre même de la mise en place, il avait été souligné qu'il y aurait des autorités qui vont entrer dans le public. Mais bien au-delà de ça, vous voyez bien comment on se structure aujourd'hui. Nous avons l'avantage d'avoir une chambre de compte à qui nous devons ce rapport provisoire. Je reviendrai sur le rapport provisoire. Nous avons également, avant la chambre des comptes, nous avons le contrôle supérieur de l'État, dont la vocation est de faire effectivement des contrôles pour s'assurer que l'ensemble des sécurités qui ont été demandées, soit par le législateur, soit par l'institution gouvernante, ces sécurités-là sont respectées. Vous avez également, à travers la loi sur le régime financier de l'État, aujourd'hui la commission des finances et du budget, qui est en droit effectivement de demander des comptes à un certain nombre de gestionnaires à travers des contrôles qu'ils font. La CONAC, bien entendu, également, vous le connaissez, la NIF aussi. Mais, alors, autant nous sommes disposés à dire avec le maximum de fermeté possible que toute personne, à partir du moment où c'est avéré, on doit le faire sans pitié, sans état d'âme. Je souhaiterais également que là aussi, que la température monte un peu. Parce que nous parlons premièrement de la dignité des gens, nous parlons également des droits fondamentaux des gens, et commencer à donner les chiffres comme mon frère Wafo a commencé à le faire tout à l'heure, ça peut très souvent porter à confusion. Nous avons pour l'heure un rapport qui a été émis et donc il est certain aujourd'hui que c'est un rapport provisoire. Donc c'est un document de travail par essence. Tout à l'heure, je peux vous dire, j'ai failli embrasser Edmond Kamga parce que je l'ai vu assez souvent, je ne l'ai pas assez souvent vu aussi clairvoyant qu'il a été. Il s'agit d'un rapport provisoire. Donc, il rentre dans un processus de détection des fraudes éventuelles. À ce stade-là de ce rapport, rien n'est encore définitif. Et mais quand on se base, honorable Samuel Maud, sur ce rapport, puisque vous le dites, oui, il y a une entreprise qui a réagi puisqu'elle a été citée dans le rapport. Mais à la lumière de son communiqué et des éléments contenus dans ce rapport d'étape, pensez-vous qu'elle a pu apporter des éléments de clarification sur la manière dont elle a bénéficié des marchés et les surfacturations qui sont évoquées dans ce rapport? Il m'appartiendra pas. 15 milliards de surfacturations. Non, il ne m'appartiendra pas parce que je suis très loin du dossier. Je n'ai fait que pour le moment des informations parcellaires. Par prudence, il ne m'appartiendra pas. Peut-être c'est une formation professionnelle d'avoir à me prononcer sur l'ensemble des dossiers qui figurent aujourd'hui, notamment sur Internet. Il faut être très prudent. Et je dois vous dire d'ailleurs, dans ce processus-là de l'émission d'un rapport d'audit, il faut faire très attention à respecter chaque étape. Nous faisons d'abord, dans un premier temps, des constatations que nous mettons soit dans un rapport de synthèse, non pas de synthèse, dans un document qu'on appelle la synthèse de l'audit, dans le but de faire parler la personne qui a été auditée. De là, il en ressortira deux choses. Soit que l'auditeur a mal vu
et à ce moment-là serait amené à réviser sa position, soit qu'il a bien vu et dans ce second cas-là, il entend voir comment est-ce que la personne qui a commis la faute est en train de se défendre, il pourra aménager sa conclusion en ce sens-là pour pouvoir faire qu'il n'y ait pas d'échappatoire. Je note tout simplement, je ne sais pas comment est-ce que vous lisez les documents qui viennent de Medline. Medline dit en substance, premièrement, nous avons contesté la mercuriale telle qu'elle a été faite par une institution. Ce qui veut dire quoi? Il ne s'agit pas ici d'indexer qui que ce soit. Dans cette courbe de vitesse qui était enclenchée pour pouvoir faire, comment est-ce qu'on trouve des ingrédients nécessaires pour lutter contre le Covid, des sources d'erreurs sont nombreuses. Et donc notamment, y compris dans l'évaluation de ce qui était le prix d'achat qui rentrait dans la mercuriale, il y a également une possibilité qu'on se soit trompé. Il ne faut pas rentrer dans cette histoire-là en disant de toutes les façons fondamentalement, voilà une personne. Mais je trouve que même à l'ONU du Cameroun, ça a été très mal engagé, notre discussion. Depuis 2 mois, depuis 2 semaines, on discute d'un rapport provisoire. Il faudra attendre. Laissons-leur le temps nécessaire d'apporter des éléments, pas à nous, aux autorités compétentes. D'ailleurs, on m'annonce qu'il y a un rapport définitif. La conséquence de discussions que nous faisons ici ou là, c'est que j'ai entendu également dans le Vox Populi une information en train de monter qui est très dangereuse. À partir du moment où on nous a donné un rapport provisoire, s'il y a des modifications dans l'intervalle qui font disparaître un certain nombre d'anomalies présumées dans le premier rapport, on considère que les hauts magistrats de la Chambre des comptes ont été achetés. Vous voyez le danger? Non, il faut attendre, il faut bien expliquer aux populations que de toutes les façons, c'était des constatations primaires. Et de mémoire d'auditeur, c'est un métier que j'ai fait depuis plus de 30 ans. Il nous est arrivé très souvent de penser que nous avons vu une anomalie quelque part et au bénéfice de la confrontation, on se rend compte qu'effectivement, si on l'avait affiché tel quel, nous-mêmes, on serait couverts de propre parce que les vérités sont tellement patentes qu'on n'aurait pas dû le faire. Alors, oui, honorable, allez-y. Mais en tout état de cause, et là également, il y a plein d'amalgames qui s'ajoutent. Je crois que je prendrai la parole pour là. Quand on avance en disant qu'il y a eu 80% des marchés, vous aurez voulu, par exemple, que l'on saucissonne un marché pour pouvoir contenter tel ou tel. Mais l'entreprise avait-elle une expérience qui lui permettait de pouvoir bénéficier d'autant des marchés? Parce que dans le rapport d'étape, il a indiqué qu'elle a été créée au Cameroun à peine en 2017-2018 et que les premiers mouvements dans ses comptes bancaires ont été effectués lorsqu'elle a bénéficié de ses premiers marchés en juillet 2020. Sans toutefois défendre même Medline, je peux vous assurer que je ne suis pas actionnaire là-bas et je n'ai aucun intérêt à le défendre. Mais il y a également des entreprises qui naissent sur la base des circonstances. Le Covid, c'était une circonstance nouvelle. Vous n'allez pas avoir une société qui allait s'installer là pour pouvoir le faire. Donc des prestataires qui ont décidé de faire... je vous ai parlé... Non, des prestataires qui ont décidé de faire des affaires. Je ne dis pas ça. La santé. Je ne dis pas ça. Mais également, quand je vous dis que nous sommes dans un contexte vraiment particulier, il faut le juger comme tel. L'un des éléments, effectivement, qui fait que la commande publique peut être passée de manière optimale, c'est déjà ce code des marchés publics là dont je vous ai parlé à la base, mais également c'est le fait que pour passer une commande quelque part, on mettra en concurrence un certain nombre d'individus. Et les meilleures personnes qui sont capables de vous garantir le meilleur fonctionnement qui aboutira à la sélection d'un candidat, c'est effectivement les gens, c'est les soumissionnaires, parce qu'ils se contrôlent entre eux. Et donc du coup, à partir du moment où vous rentrez dans l'urgence, il y a un certain nombre de verrous qui sautent. Est-ce qu'on peut les contrôler autrement? Ce sera le sens du débat. Mais pour l'heure, effectivement, au stade actuel, s'il y avait par exemple 2 concurrents, on allait vous dire par exemple qu'il y avait un qui a proposé ça, le rapport qualité-prix. Mais là également, il faut tenir compte du rapport qualité-prix. Parce qu'il est en train d'opposer 44 millions à 15 millions. Il faut savoir là-dedans quel était le contenu technique, avant de passer à l'offre financière, le contenu technique de chaque offre. Alors, Jean-Robert Ouafo, dans l'urgence, le gouvernement pouvait se tromper dans les mécanismes à déployer pour bénéficier du matériel médical indispensable pour assurer la prise en charge des Camerounais infectés par cette pandémie. Pour vous, cet argument justifie ces milliards de surfacturation? Écoutez, il ne faut pas prendre des vésicules de l'antenne. Il faut faire très attention. La Chambre des comptes est présidée par un haut magistrat. Un magistrat intègre. Ça, je peux le dire parce que c'est depuis les années 90 que j'entends parler de lui. Il n'est remis en cause ni leur intégrité ni leurs compétences.
Je peux parler maintenant? Oui, allez-y, monsieur. Ok. Dire, alors que vous êtes député de la nation, c'est-à-dire votre principal rôle, c'est de contrôler l'action gouvernementale. C'est un rôle constitutionnel qui vous est dévolu. Dire qu'on aurait pu faire ceci, que c'est un rapport d'État, mais pourquoi vous ne posez pas la question de savoir pourquoi le gouvernement n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis du FMI? Pour accéder à la facilité de crédit rapide en mai 2020, le ministre des Finances a signé une lettre d'intention pour motiver, a signé, n'est-ce pas, le 28 avril 2020, il a pris l'engagement dans sa lettre d'intention, n'est-ce pas, de veiller à l'application stricte des procédures et des contrôles budgétaires prévus par les lois, et il s'est engagé à publier un rapport semestriel. Ça, c'était en mai 2020. 6 mois après, mai 2020, je crois, c'est novembre. Vous êtes député. Vous avez voté le budget. Pourquoi vous n'avez pas exigé que le gouvernement produise un rapport détaillé? Première chose. Est-ce que vous pouvez me dire si le gouvernement a respecté ses engagements vis-à-vis du FMI? Non. Parce que le FMI demande un rapport. Ça veut dire que cet engagement n'a pas été respecté. Est-ce que le peuple camerounais est au courant, n'est-ce pas, des montants dépensés dans le cadre du Covid-19? Non. On se contente juste de la fuite dans les réseaux sociaux. La preuve, c'est que vous-même, parlementaires, vous parlez de la fuite des informations dans les réseaux sociaux. Mais c'était pas grave. Non, mais écoutez. Et le premier rapport, ça c'est contenu dans les observations de la Chambre des comptes. Parle de quoi? Parle de surtarification, de surfacturation du simple au double, donc du double au quintuple. Parle de marché passé aux entreprises non agréées, ou alors aux entreprises dirigées par des frères ou des sœurs, bref, des parents de ceux qui sont au ministère. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Non, même M. Motte. Moi, j'ai bien envie de savoir ce que, quand vous faites votre compte rendu parlementaire, qu'est-ce que vous dites aux députés du CAM, donc aux populations du CAM? S'ils vous demandent là, demain, si cette population, si elle vous demande, mais le Covid, c'est comment? Qu'allez-vous dire? Vous allez dire, on attend, et puis bon, ils vous disent, avez-vous interpellé donc le ministre, les différents ministres qui ont bénéficié des 180 milliards de francs CFA ayant fait l'objet d'un décret du Premier ministre le 22 juillet. Vous allez leur dire quoi? Vous n'avez pas fait. Vous savez donc. Et puis, Maître Dieu disait tout à l'heure que on doit faire la lumière sur tous les départements ministériels qui étaient censés percevoir l'argent du Covid. Vous savez que le décret du 22 juillet du Premier ministre, n'est-ce pas, a permis de donc repartir les fonds qui seront alloués aux différents ministères. Moi, je vais m'attarder sur un cas. À la suite, j'annonce ça ici, en Mondovision. L'honorable ministre a fait une autre sortie à propos de la chloroquine. Je parle de l'hydroxychloroquine. Il se trouve que le scandale de la non-production, de la non-fabrication locale de l'hydroxychloroquine a été le fait d'une instruction, voilà, dont le Cameroun n'a pas à arrêter de la fabrication locale sur instruction du président de la République. Parce que voyez-vous, monsieur Noufélé, oui, et c'est pour ça que je dis, je suis désolé que moi qui ne suis pas député, moi qui ne suis pas chargé constitutionnellement de contrôler l'action gouvernementale, que vous ne sachiez pas cela. Je vais reprendre. Mais monsieur Wafo, est-ce que vous savez, laissez-moi, vous êtes dans la mêlée là. Vous avez parlé durant 15 minutes. Allez-y. Je n'ai rien dit. Pour ce que je ne suis pas sûr que je vais le temps de répondre à tout. Il se trouve que quoi? Le 17 novembre 2020, le ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République écrit au ministre, à madame la ministre de la Recherche scientifique
et de l'innovation que sur haute instruction, sur haute directive, sur très haute directive du président de la République, bien vouloir surseoir à la fabrication locale de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. L'ONU a enquêté. Alors, et dans la même correspondance du 17 novembre, le ministre secrétaire général, le ministre d'État secrétaire général, demande à la ministre de mettre à la disposition du ministère de la Santé le stock d'azithromycine et d'hydroxychloroquine disponible dans les locaux de l'IMP. Jean-Robert Wafo, dans ce que vous décrivez là, où est la faute d'audit? Il n'y a pas de faute d'audit en la matière. Malheureusement, qu'il aille jusqu'au bout pour non, mais ça vous gêne. Il aligne des choses. Vous avez gagné un marché. Jean-Robert Wafo, allez-y. Puisqu'on me fait part de ce qui a bon et des députés. De ce qui a gagné le marché aussi. Autre chose, il se trouve que les gens ont une ingénierie de frappe dans ce pays. J'ai dit une ingénierie de frappe. Dès la survenue de la pandémie de coronavirus au Cameroun, on a vu tout un directeur, le directeur général de l'IMPM. C'est-à-dire c'est l'Institut pour la recherche médicale et des plantes médicinales. Monté au créneau dit que l'IMPM a des appareils de dernière génération capables de fabriquer l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Il sentait déjà les choses venir. Quand je dis les choses, ça veut dire les ronds venir. Voilà. Les espèces sonnantes et trébuchantes. Suivez bien les. Alors, rapidement, il faut convoquer un conseil d'administration. Je ne vous prenez pas comme auditeur, Jean-Robert. Je dis, il convoque rapidement, il faut convoquer un conseil d'administration. Le conseil d'administration de l'IMPM se tient. Suivez bien. Et le conseil d'administration demande au directeur général de passer les commandes d'hydroxychloroquine à une société indienne et que ce sera payé par le budget 2020 de l'IMPM. Nous sommes, n'est-ce pas, le 27 mars 2020. Le 14 avril 2020, parce que les Camerounais doivent savoir, tous ceux qui ont touché à cet argent, c'est-à-dire la responsabilité pénale est individuelle. Le 14 avril, le payeur spécialisé auprès, n'est-ce pas, du ministre de la Santé, du ministère de la Santé, suite à la circulaire, n'est-ce pas, du ministre des Finances, Louis-Paul Lemotazé, saisit le directeur de l'IMPM pour lui dire, sur instruction, sur haute instruction du secrétaire général, du ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République, relayé par le ministre des Finances, j'ai à votre disposition 657 millions. Destiné à quoi? Destiné à la production de 5 millions de comprimés d'hydroxychloroquine et 5 millions de comprimés d'azithromycine. Alors que il y avait déjà, le conseil d'administration de l'IMPM avait déjà demandé au directeur où il y aura une dotation spéciale, n'est-ce pas, pour que tu commandes à partir de l'Inde, à partir du soutien en Inde, l'hydroxychloroquine. Donc ça fait double emploi. On met les 657 millions à la disposition donc de l'IMPM. Entre-temps, quelques mois après, précisément dans le 22 juillet, le Premier ministre sort un décret portant répartition des fonds. Comme le ministre des Finances avait demandé à chaque ministère concerné par ce fonds de solidarité de désigner un point focal. On a désigné au niveau du Minrési, on a désigné un point focal. C'est là où tout a commencé à se gâter. C'est là où tout a commencé à aller dans tous les sens. Au point où le ministre secrétaire général à la présidence de la République, le 17 novembre, fait une correspondance pour dire stopper la production d'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. La question que je me pose, pourquoi tous les ministères qui ont bénéficié de ce fonds de solidarité, pourquoi tous les points focaux désignés ont été admis, sauf le point focal du Minrési. De deux, le peuple camerounais a le droit de savoir exactement qui
D'après la correspondance, c'est sur haute instruction du président de la République. Mais c'est le ministre secrétaire général qui saisit Madame la ministre. Le peuple quand même a le droit de savoir qui a demandé qu'on arrête la fabrication locale de l'hydroxychloroquine. Qui a demandé? D'après l'honorable Nietzsche, c'est contenu dans une correspondance, n'est-ce pas, du secrétaire général de la présidence de la République au ministre de la recherche scientifique et de l'innovation. Mais ça s'est permis de ne comprend rien du tout. Vraiment, l'honorable, tu ne comprends rien du tout. Mais vous ne comprenez vous-même rien, absolument rien. C'est-à-dire que je ne sais pas à quoi vous servez au peuple camerounais. Je vais vous le demander tout à l'heure. Vous êtes député qui ne fait absolument rien. Ne faites pas que moi je vous manque du respect quand même ici. Donc il se trouve que il y a manifestement eu double emploi. Qu'on dise aux Camerounais ce que l'IMPM a fait des premiers sous qui ont donc de la première dotation prévue dans le budget initial 2020 de cette institution, parce que le conseil d'administration a demandé qu'il y ait une dotation spéciale pour commander donc pour commander à une société indienne 5 millions de l'hydroxychloroquine. 2. Qu'on nous justifie pourquoi, plutôt que de saisir la ministre, le payeur, donc le payeur spécial, donc plutôt que de saisir le point focal désigné par le ministre, le payeur général, n'est-ce pas, a préféré contourner la ministre pour aller donner à l'IMPM. Alors justement, pourquoi la ministre en question vous intéresse tant? Pourquoi? Justement, j'aimerais... Ça même vous dites, parce que les gens sont morts parce d'hydroxychloroquine. Jean-Robert, lorsque vous écoutez... Je ne m'occupe plus de M. Manaouda. Parce que les détails ont été suffisamment rendus publics par l'honorable Nietzsche. Maintenant, on est au niveau du Minrezi et on a le droit. Parce que là, non seulement vous ne produisez pas localement l'hydroxychloroquine, mais en même temps vous importez. C'est la même chose que vous avez dit. Après l'honorable Nietzsche, pardon, 2 secondes. Vous avez dit que l'honorable Nietzsche faisait dans le beurre, il faisait dans ceci. Le rapport de la Chambre des comptes est venu reprendre les chiffres de l'honorable Nietzsche. C'est également, quand je le dis ici, c'est pour attirer, n'est-ce pas, l'attention de la Chambre des comptes et également du PCS. Et après le Minrezi, l'honorable Nietzsche a promis d'aller dans tous les autres ministères. Après, justement, j'aimerais avoir la réaction de l'honorable Samuel Mout sur ces manœuvres qui ont été observées dans la ventilation des fonds Covid et la manipulation de ces fonds entre les structures habilitées à fabriquer des médicaments destinés à soigner les Camerounais, les financements mis à leur disposition, financements initiaux prévus dans l'exercice budgétaire et des fonds spéciaux dont l'utilisation reste encore une véritable nébuleuse. Quand il y a des cas pareils, quelle est l'attitude que doivent adopter les différents contrôleurs? C'est vraiment un honneur, je voulais le saluer, que vous me donnez la parole après autant de choses dites par Jean-Robert Wafo. Je répète, les personnes qui seraient rendues coupables de distraction de fonds à la suite de l'ensemble des procédures qui sont en cause, ils seront sanctionnés, et ça je le dis sous le regard protecteur de son Excellence Paul Biya, président de la République, par ailleurs président national de RDPC. Parce que ce problème-là, cette mécanique, ce mécanisme, ce processus-là qui est en train de se dérouler sous nos yeux aujourd'hui, qui alimente notre discussion dans les chaumières, c'est quelque chose qui avait été pensé à la base. Dès le mois de juin, on avait dit à l'ensemble des gestionnaires, il y a un fonds qui va être mis en place, il fera l'objet d'un contrôle, et non seulement qui va être contrôlé, nouveauté suprême, le contrôle va être rendu public. Nouveauté suprême. Il faudra qu'on s'en tienne là-dessus. Et également, je voudrais également, pour les hauts magistrats qui me regardent, il y a d'ailleurs plus ou moins, bon, je laisse le soin des amitiés à un certain nombre de mes camarades militants, c'est des gens très souvent avec qui nous avons eu à travailler sur un certain nombre de dossiers. Donc, loin de moi l'idée de dire qu'ils sont incompétents, ils ont une moralité douteuse. Je dis tout simplement ceci, Cédric Noufélé. J'ai beau être un auditeur vieux de 30 ans de pratique professionnelle, il y a un chemin vertueux qui s'impose à tout le monde.
à tout auditeur, que l'on soit débutant ou chevronné. Vous faites des constatations, vous les confrontez à la personne qui a été auditée, vous attendez qu'il vous accorde des réponses avant de faire un rapport définitif. Cette confrontation-là a un double avantage. Le premier avantage, il permet à l'auditeur lui-même de se corriger. Très souvent dans des missions d'audit, nous avons pensé avoir vu une anomalie, alors qu'à la lumière des explications... Vous l'avez déjà dit. Je vous en prie, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Ce n'est pas... Et dans un deuxième temps également, ça peut nous aider à aussi faire des conclusions de telle manière à ce que la personne qui a été épinglée ne trouve pas des échappatoires. Dans tout ce que Jean-Robert Ouaffo dit, premièrement, je suis très mal à l'aise de discuter des rapports provisoires parce qu'il est susceptible d'évolution. Deux cas que je veux prendre. Autant vous commentez Medilan médical. Ok, allez-y, continuez. La chloroquine dont il parle, je n'ai pas très bien compris quel était le sens de son attaque en la matière. Est-ce qu'il est dans une situation de défendre ou effectivement d'attaquer? Mais également, je voudrais dire, cessons d'être les 11 millions de procureurs à l'intérêt d'une république où on porte l'accusation sur tout et sur rien. Écoutez, Cédric Noufélé, là on parle d'argent également, mais également dans notre communauté, dans notre société camerounaise, il est très souvent fréquent de dire tel a tué telle autre personne. Et ce faisant, on le dit comme si c'était de l'amusement. Vous l'avez dit quand parler de la dignité des gens demande qu'on ait de la réserve. L'histoire de la chloroquine. Oui. Parlons-en. Oui. Je ne suis pas dans l'esprit, dans la mémoire des gens qui ont été audités. Mais je peux avoir une construction là-dessus. La pandémie menace. Dans un premier temps, les gouvernants, les politiques, qu'est-ce qu'ils ont l'obligation de faire? Rassurer les populations. Ne soyez pas en panique. Nous sommes dans une situation dans laquelle on pourra vous protéger assez rapidement parce que nous avons des installations nécessaires. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on a rassuré les populations, on passe à la phase de production. Et on se rend compte qu'effectivement, nous n'avons pas des outils nécessaires, contrairement à notre précédente déclaration. Notre première déclaration, premièrement, rassurée. Mais comme on a donné l'assurance nécessaire, il faudrait effectivement qu'on trouve des moyens pour pouvoir concrétiser cette assurance-là qu'on a donnée aux populations. Et si d'aventure, il savait que, contrairement à ce qui a été dit au départ, on n'a pas des installations suffisantes pour pouvoir le faire, ça ne constituera nullement une faute d'audit, une anomalie d'audit. Parce que par ailleurs, c'est ce qu'il est en train de dire, cette décision-là de changer de stratégie est assumée au plus haut niveau. Vous contrôlez qui dans ce moment, à ce moment-là? Si c'est une décision, assumée. Si c'est un changement, assumé. Ça ne fera jamais l'objet d'une faute d'audit. Par contre, et c'est pour ça qu'il y a du mal à discuter de ça ici, s'il s'avère que, après avoir changé de stratégie, il y a des économies qui auraient pu être dégagées parce qu'on a changé de processus, on a changé de démarche, et effectivement, compte sera demandé aux gens qui ont changé cette stratégie, assumé par ailleurs, et c'est ce qu'il est en train de dire, par le plus haut responsable de l'organisation, il peut leur être demandé de dire où est-ce que vous avez mis les économies, parce que entre fabriquer et aller acheter, il y a certainement de l'argent qu'on aurait pu mettre de côté, apporter nous le... Or, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. La fabrication locale coûte moins cher. On a changé de stratégie. Alors, mais pour ce qui est de la publication, je vous en prie, pour ce qui est de la publication, non, disons également les choses. Qu'est-ce qui peut justifier on était localement. On était astreint. Alors que l'argent a été débloqué pour la fabrication locale. On était astreint dans le cadre. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Je vous en prie, Jean-Robert, il a la parole. On ne veut pas que ça déséquilibre la balance de paiement. Jean-Robert Ouaffo, je vous en prie, permettez. Alors on était astreint effectivement à une obligation de réduction de compte dans le cadre de cette opération, mais rendre compte, ce n'est pas rendre compte nécessairement au public. L'engagement qui avait été pris, c'était de publier les... Attendez. Allez-y, honorable Samuel Maud. Oui, l'engagement qui a été pris... Entre rendre compte aux différents responsables qui étaient destinataires des rapports de réduction de compte et publier les documents de l'audit, c'était deux choses.
Et donc, c'est la compte rendu. Quel est l'engagement que le Cameroun avait pris à travers le ministre des Finances? Je vous en prie. C'est celui de la réduction des comptes. Non, la réduction de ce compte. Nous nous engageons à publier. Nous nous engageons à publier le rapport semestriel. Jean-Robert et l'honorable Samuel Moto pour donner des éléments précis. Attendez. Il y a eu 3 engagements qui ont été pris par le Cameroun dans la lettre d'intention lorsqu'ils ont négocié ces fonds Covid-19. Le premier engagement, c'est de rendre public les différents contrats et les bénéficiaires définitifs des marchés passés dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Il y avait une réduction de compte. Deuxième engagement, rendre public les rapports semestriels des dépenses effectuées dans la lutte contre la Covid-19. Et troisième engagement, rendre public un audit indépendant. Tout à fait. Et le gouvernement, je vous en prie, a pris, lui, un autre engagement de faire des rapports mensuels de ces dépenses et de pouvoir permettre de renforcer les mécanismes de contrôle de ces fonds Covid-19. Or, entre juillet 2020 et juin 2021, on a vu qu'il y a eu des marchés qui ont été passés dans des conditions qui sont questionnées dans le rapport d'étape. Et cela permet de se poser la question, celle de savoir où sont passés ces contrôles qui devaient permettre d'identifier les différentes anomalies et de pouvoir éviter des subfacturations aussi élevées. Mais attendez, mais là également vous qualifiez, c'est dire nous il ne faut pas qualifier à ce stade. La qualification sera du ressort exclusif soit du juge d'instruction, soit également du président du tribunal au jour où l'audience va être ouverte. C'est eux qui qualifieront. Là, pour l'heure, nous avons un certain nombre d'anomalies qui ont été remontées, au demeurant, qui sont provisoires et qui peuvent avoir été corrigées dans le cadre du rapport définitif que vous avez. Vous êtes également plein de ce qu'on le fait un an plus tard. Les rapports d'audit, très souvent, on attend la période de 12 mois pour pouvoir le faire. Ce n'est pas non plus la pression. Ce n'est pas la pression de Yann Nikel qui, en la matière, joue le rôle de la mouche de la fontaine, le coach de la mouche, célèbre fable de La Fontaine, qui, pendant que les gens sont à l'œuvre en train de travailler, ils pensent qu'en boudonnant sur le droit des uns et des autres, il fait avancer le travail. Dans le cas d'espèce, vous revenez sur la réduction des comptes. Vous avez une représentation nationale. Que ce soit dans la commission des finances, où on reçoit en premier niveau l'ensemble des membres du gouvernement qui viennent défendre les budgets, que ce soit au niveau de la plénière, toute la représentation nationale était vent debout à demander quels sont les éléments de sécurité que l'on a mis en place pour pouvoir assurer la bonne fin des opérations concernant le Covid. Je note quand même au passage, mais ça également, ce n'est peut-être pas l'objet du débat. À la matière, on s'est plutôt bien débrouillé. Maintenant, on a eu, oui, si, ça a été maîtrisé, ça a été également salué, le Covid-19 au Cameroun. Maintenant, attendons voir. C'est grâce à la posture. C'est dit nous fêler. C'est grâce à la posture. C'est dit nous fêler. Attendons effectivement. Je vous en prie, Jean-Robert. Attendons que cette opération-là d'audit, également des coûts au niveau des enquêtes au niveau du tribunal se fasse. Attendons également que le procès s'ouvre. À ce moment-là, nous serons tous unis à pouvoir demander la condamnation des gens qui, à la matière, auraient touché, attenté à la fortune. Après vous, Samuel Motte, j'aimerais avoir la réaction de Maître Roland Diouf. Faut-il attendre? Cela fait déjà 1 an quand même que le gouvernement a reçu environ 226 milliards de francs CFA venant des fonds, du Fonds monétaire international. Il y a eu la mise en place d'un plan spécial de lutte contre la pandémie évalué à 180 milliards de francs CFA, des engagements de publication de rapports semestriels des dépenses et de publication des résultats d'un audit indépendant. Faut-il encore attendre au regard de ces allégations de surfacturation qui sont signalées ici et là? Maître Roland Diouf. Monsieur Motte, tout à l'heure, quand il a pris la parole, a estimé que s'il devait recruter Monsieur Wafo, il ne le recruterait pas parce qu'il serait un mauvais auditeur. Alors j'aimerais lui dire que je ne le recruterai pas moi non plus parce qu'il serait un mauvais député. Pour le moment, je suis député. Oui, mais vous êtes un mauvais député, monsieur l'honorable. Parce que dites-vous bien que vous avez rappelé le satisfecit qui est le vôtre de ce qui est un scandale d'État. Mais dans mon propos, est-ce que vous avez vu le satisfecit? Mais bon.
Honorable, je peux continuer? Il est déconnecté des... Parce que si vous étiez à l'Assemblée nationale, je ne suis pas sûr que vous auriez eu la même aisance pour interrompre un ministre qui sera en train de vous dire ce qu'il veut sur Covid. Vous n'auriez pas la possibilité de l'interrompre pour lui poser... S'il avait été à votre place, quand vous aurez fini, Roland Dieu faites-moi a la savoir, parole. s'il vous plaît, pour que je puisse placer Maître un Roland petit Dieu. mot. Allez-y. Je disais que vous êtes un très mauvais député parce que, et je l'assume, parce que vous avez évoqué tout à l'heure la commission des finances et du budget et la plénière. Et donc, vous avez fait cas du seul moyen qui probablement est celui que vous connaissez du contrôle de l'action gouvernementale, à savoir les questions aux membres du gouvernement, questions orales ou écrites aux membres du gouvernement. Mais, cher honorable, vous qui êtes le représentant du peuple, c'est-à-dire moi y compris, pensez-vous que c'est suffisant comme moyen d'investigation quand vous êtes député, vous m'avez pas suivi, de vous contenter d'attendre le moment venu, quand il le voudra, qu'un membre du gouvernement vienne à l'Assemblée nationale répondre à vos questions? Est-ce qu'il ne vous souvient pas que vous avez la possibilité de mettre sur pied, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, une petite commission d'enquête parlementaire? Je dis une petite commission d'enquête parlementaire. Nous avons d'autres outils pour contrôler. Non, nous avons d'autres vous avez parlé tout à l'heure. Permettez-lui d'aller jusqu'au bout. Nous avons d'autres outils de contrôle que j'ai souligné tout à l'heure. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Oui, vous avez la parole, Maître Roland. Vous avez d'autres outils qui ne vous permettent pas de répondre aux populations d'une CAM. Qui ne vous permettent pas de dire à vos électeurs ce que vous avez fait comme contrôle. Bref, si vous l'avez fait, dites donc aux populations d'une CAM et de la nation camerounaise dont vous êtes un élu, ce qu'il en est de 180 milliards tout au moins. C'est de ça qu'il est question. Commission d'enquête parlementaire, cela vous permet d'avoir les moyens techniques et opérationnels d'enquêter. Je dis d'enquêter, donc d'auditer. Et là, l'auditeur pourra se reconnaître. Parce que vous semblez tout à l'heure, quand vous développiez sur la technique mise en œuvre et la nécessité éventuelle d'attendre, les bonnes pratiques de l'audit, entre guillemets, en tout cas selon vous, c'est que ce que j'aimerais vous dire, M. Mott, c'est que nous ne sommes pas ici dans un débat académique sur l'audit. Que ce soit selon ce que vous avez pratiqué depuis 30 ans, un audit conforme qui est fait ou pas, je pense qu'il y a une question simple à laquelle nous n'avons pas de réponse. Oui, c'est laquelle? Qu'est-ce qu'il a été fait de 180 milliards? Cela est simple. Et d'un, c'est le TCS qui nous apporte la bonne réponse. Votre TCS qui nous apportera la bonne réponse. Votre tendance à lire les choses avec des œillères vous amène à dire que c'est le TCS qui répondra à la question, de sorte qu'il faut attendre. Mais si vous aviez fait votre travail de député, c'est pour ça que je ne vous recruterai pas en cette qualité-là, vous auriez su qu'il y a 4 éléments de contrôle en amont avant le TCS. 1. La liste des contrats. C'est un outil de contrôle qui devait être rendu public selon la lettre d'intention. 2. Rapport semestriel. Ça fait au moins 2 semestres. Ça fait au moins 2 semestres que nous sommes engagés dans zéro rapport. Vous, l'auditeur, premier indicateur, c'est est-ce qu'il y a ces rapports semestriels dont l'engagement avait été pris? Non, vous dites à vos populations, d'autres mécanismes existent pour contrôler, mais finalement, vous ne contrôlez rien. 3e élément, ce rapport, cet audit indépendant, je conviens que peut-être il va être fait par la suite. Mais le 4e, c'est celui que votre gouvernement, dans sa logique d'esbrouf habituelle, a souscrit lui-même, c'est-à-dire le rapport mensuel. C'est-à-dire qu'on lui dit on veut un rapport semestriel. Il dit oui, non, le rapport semestriel, c'est pas grave, je vais le faire. Je vais même faire plus. Je vais moi-même vous faire un rapport mensuel. On est 2 semestres plus tard, aucun rapport. Et lorsqu'on demande à voir clair... Vous n'êtes pas destinataire. Très bien, justement. Et je vous remercie de m'avoir interrompu pour me rappeler que vous avez dit quelque chose d'absolument grave tout à l'heure. Vous faisiez la nuance. Vous essayez, peut-être pas très à droite, de manière à droite, de faire la nuance entre publier un rapport et rendre compte. Monsieur Mott, je vous pose la question, on rend compte à qui en République? Je veux savoir, si on rend compte à un monstre inconnu du public, finalement, est-ce qu'on peut considérer qu'on a rendu compte? Vous êtes auditeur, vous êtes un professionnel d'un métier que j'admire particulièrement. Même quand on fait un audit interne qui est destiné à l'organisation elle-même,
c'est parce que cet audit interne va servir aux décideurs, notamment les associés ou les administrateurs. Donc, la personne qui a fait l'audit sait qu'il y a quelqu'un de supérieur à qui cet audit est destiné. À plus forte raison lorsqu'on parle de la gestion de la chose publique. Qu'est-ce qui est secret dans ce qui est notre patrimoine commun, monsieur Mott? Si ce rapport vous était destiné à vous, les députés, ce n'est que parce que vous nous représentez. Rien que pour ça. Ce n'est pas parce que vous êtes des super Camerounais. Si ce rapport est destiné au président de la République, même celui qui est là de fait, c'est simplement parce qu'il nous représente. Il est l'élu de la nation dans des conditions normales. Donc, ce n'est pas destiné à ce monsieur parce qu'il est ce monsieur. C'est destiné à ce monsieur parce qu'il travaille pour nous. Et donc, quand il a ce rapport, c'est pour nous rendre compte in fine. Donc, votre théorie de l'obscurité permanente, au nom de, c'est pas à vous qu'est destiné le rapport, m'ulcère. Je vous le dis sincèrement, c'est ulcérant. Surtout quand cela vient d'un député de la nation. C'est incroyable. Hein? C'est absolument de l'ordre de l'irrationnel à la limite. On ne peut pas dans une république où on est élu. Je comprends vraiment parce que vous voulez dire, maître. C'est pas grave si vous ne comprenez pas. Peut-être que c'est moi qui m'exprime mal ou peut-être que je n'ai pas le niveau de vous expliquer les choses. Mais au moins ce que j'essaye de dire, c'est que on ne peut pas être député de la nation et dire aux Camerounais qui demandent des comptes qu'ils n'ont pas droit à ces comptes-là parce que ces rapports ne leur étaient pas destinés. On n'a pas le droit de le dire pour question de simple décence républicaine. Simplement parce qu'on est député de la nation. Si vous l'avez oublié, vous êtes un pouvoir si vous l'avez oublié, mais je crois que vous ne l'avez pas oublié. Non, vous êtes du pouvoir législatif, chers messieurs, du pouvoir législatif. Dans une république normale, vous êtes un contre-pouvoir, même quand vous êtes de la majorité. Mais tout à l'heure, vous êtes pas rendu compte lorsque vous disiez que vous félicitiez celui qui est le président de la République et qui est le président de votre parti. Donc en fait, il est le président de l'exécutif qui est supposé être contrôlé par le législatif, dont il est encore le président. Et cela explique que vous puissiez avoir la posture que vous avez, celle de simplement féliciter et attendre. Parce que de ce que je retiens de ce que vous avez dit, il y a essentiellement deux choses. D'une part, il faut féliciter. Il faut féliciter celui qui a demandé qu'on ne prenne pas des libertés avec la fortune publique. Il demande ça depuis 40 ans. Et depuis 40 ans, on prend des libertés avec la fortune publique. Donc, vous le félicitez pour ça. Et de deux, vous attendez. Vous attendez de voir ce qu'il fera éventuellement des rapports qui lui sont adressés, lui qui est le démiurge central. Et sauf que, et c'est là où je suis un peu affligé, vous ne tirez pas la conséquence ultime. Parce que si lui qui est le responsable de tout faillit, pourquoi vous ne lui demandez pas des comptes in fine? Parce que finalement, si tout lui est destiné, si tout est fait pour que ce soit lui qui ait le dernier mot, il ne peut ne pas être le responsable. Je reviens sur un élément qui nous a peut-être un peu échappé. Un député de la nation qui estime que, alors même que l'engagement a été pris par notre gouvernement d'avoir une certaine transparence dans la question du Covid, parce que le FMI y était, estime que c'est une première. Vous l'avez dit tout à l'heure que c'était une première. Alors, je me pose la question. Une première de rendre un rapport public. Voilà, je me pose donc la question. Et qui va même au-delà des dispositions du régime financier de l'État. Je me pose donc la question, parce que vous ne faites que confirmer, vous ne faites que confirmer ce que j'entends dire, donc merci. Mais vraiment. Je me pose donc la question, si vous savez qu'il y a un tel niveau de transparence qu'on peut atteindre, pourquoi attendre que ce soit seulement quand le FMI est à la baguette? Je veux dire, est-ce que l'argent public utilisé au Cameroun est plus important seulement quand il s'agit d'un prêt du FMI? Parce que je pense que les autres fonds publics gérés par votre gouvernement mériteraient un niveau de transparence équivalent, sinon supérieur, parce que au moins ça, c'est notre argent. Je veux dire que l'engagement souscrit auprès du FMI de faire des rapports mensuels d'initiative, on aurait pu aussi d'initiative le faire pour la canne, tenez. On aurait pu d'initiative le faire pour les infrastructures, les éléphants blancs. On aurait pu le faire d'initiative. Et si on ne l'a pas fait d'initiative, on aurait pu le faire à la demande de nos bien chers parlementaires, c'est-à-dire les députés de la nation, ceux-là même qui représentent le pouvoir législatif et qui sont censés contrôler. Contrôle qui est un contrôle a priori d'abord,
et a posteriori ensuite, parce que vous avez la possibilité de contrôler a priori l'action du gouvernement en donnant ou en refusant votre confiance à un gouvernement. Vous pouvez également le contrôler a posteriori une fois qu'il est en poste, c'est-à-dire que vous contrôlez le gouvernement dans son entièreté en tant qu'institution collective, mais vous contrôlez aussi les membres du gouvernement en tant qu'institution individuelle. Vous pouvez le faire, mais bon, où est-ce qu'on vous a vu le faire? On ne l'a pas vu. Je chute M. Noufele parce que M. Mott tout à l'heure a évoqué la question de la dignité des responsables politiques. Il a indiqué que lorsqu'on parle de responsables, il faut préserver leur dignité. Et que c'est cela qui expliquerait qu'il faille ne pas les jeter à la vindicte populaire. Monsieur Mott, j'aimerais que vous me prêtiez votre baromètre de détection du niveau de personnalité qui mérite d'avoir sa dignité protégée, de sorte qu'on puisse d'abord prendre la peine de s'assurer d'un certain nombre de choses avant de les accuser ou même de les jeter à la vindicte populaire ou de les priver de liberté. Parce que, voyez-vous, j'ai beaucoup de mes camarades dont j'estime qu'ils sont d'une dignité indescriptible et irréprochable, qui ont été jetés à la vindicte populaire, qui ont été affublés de mots graves, hostilité contre la patrie, insurrection, rébellion, attroupement, etc. Et qui, depuis au moins 6 mois, sont en attente que l'on les convoque devant une juridiction, fût-ce militaire du reste, mais qu'on les convoque et qu'on leur dise « Voici l'acte d'accusation, voici ce qu'on vous reproche. » Donc, excusez-moi, monsieur Mott, ceux-là qui sont allés en prison parce que hommes, citoyens libres, dignes, ont osé demander des comptes, pour moi, sont plus dignes de respect que des ministres qui, eux, parce que précisément la sécurité est menacée, vous avez dit qu'on peut aller en détention provisoire parce que la sécurité est menacée, plus ils restent là et libres, la sécurité de notre agent est menacée. Et donc, analogie pour analogie, ils mériteraient, par la même approche de la dignité que vous semblez maîtriser, séjourner dans un certain temps, le temps au moins que les enquêtes soient faites d'un autre côté de notre République, parce que leur présence en poste, si les faits qu'on leur reproche s'avèrent, serait une menace perpétuelle qu'on fait peser sur la fortune publique dès lors qu'on sait que chaque centime qui rentre dans vos caisses, en tout cas les caisses du gouvernement que vous soutenez, chaque centime finit par sortir par une porte qui n'était pas prévue. Et après, on a des experts comptables du reste députés qui nous expliquent qu'à ce stade, il faut simplement considérer que c'est des anomalies. Mais la Chambre des comptes a prescrit, même dans son rapport provisoire, déjà l'ouverture d'enquête ou l'ouverture d'une enquête, il les a pas arrêtés. L'ouverture de procédures, il les a pas arrêtés. D'une part pour faute de gestion et d'autre part pour des malversations, en tout cas des enquêtes. Et au regard de ce flou artistique dans la gestion de ces fonds, Edmond Kamgia, il y a 20 femmes camerounaises, des leaders reconnus sur le plan international. Elles ont adressé une lettre ouverte à la directrice générale du FMI pour lui demander de ne plus donner des fonds supplémentaires au gouvernement camerounais si 2 conditions préalables ne sont pas réunies. La première, l'audit des fonds du FMI, et la seconde, des sanctions contre tous les responsables gouvernementaux et administratifs jugés responsables de malversations financières. Êtes-vous d'accord avec cette démarche? Qu'est-ce que vous en pensez? Avant de répondre à cette question, je vais évoquer le sujet précédent, peut-être très rapidement, sur 2 points. Le premier point qui est intéressant dans le développement de mes copanélistes, c'est l'idée selon laquelle, le sous-entendu, je préfère le dire ainsi, le terme utilisé par l'honorable Mott, c'est-à-dire vous avez beaucoup insisté sur le rapport provisoire par rapport au rapport définitif. Oui, ça je l'assume et je le maintiens. Je dis qu'il y a un sous-entendu négatif dans l'expression rapport provisoire. Parce que le terme utilisé par la Chambre des comptes, c'est le rapport d'étape. Voilà. Le sous-entendu négatif veut laisser croire qu'en disant rapport provisoire, c'est un rapport qui serait incomplet. Je tiens à dire ici, le rapport d'étape est un rapport complet. C'est un rapport qui a respecté toutes les règles de procédure. Pour l'étape que cela concerne. Pour l'étape que cela concernait.
C'est important de le préciser avant d'avancer. C'est-à-dire, toutes les règles de procédure ont été respectées dans le rapport d'étape par tous les magistrats chevronnés qui ont enquêté pendant cette période sur ce cas précis. Maintenant, il y a un autre point qui a été évoqué qui nécessite que je le développe sur le plan diplomatique. Il y a le fait que dans une publication du ministre de la Santé relatif à son fonctionnement par rapport à ce qu'il a reçu dans le cadre des dons ou des marchés et autres, concernant la riposte à la Covid-19, il fait une révélation assez gravissime. Il dit qu'il a reçu un don présidentiel de la part d'un collègue membre du gouvernement, notamment le MINAT, qui, selon d'autres personnes qui l'ont approché, notamment au niveau de l'enquête et autres, lui ont fait croire qu'en réalité, ce que vous avez reçu comme don présidentiel est un don de la Chine, est un don chinois. C'est du matériel chinois, l'ambulance et autres matériels reçus par l'État du Cameroun comme don de la Chine. Et cela a été présenté officiellement, publiquement, comme étant un don du président de la République. Dans quel intérêt une telle présentation a été faite, Edmond Kamga? Je vous assure, je reviens là-dessus, parce que si le ministre de la Santé dit qu'il a reçu ces dons-là, comme un don du président de la République, et non pas comme un don chinois, je l'ai dit tantôt, c'est grave, parce que ça donne l'impression que le Cameroun, en tout cas à travers un ministre de la République, a détourné le don d'un pays ami qui s'appelle la Chine pour le présenter comme un don du président de la République. Comme si cela était si cela avait été fait par le président de la République lui-même, un don du président de la République. Parce que c'est ce qu'il a dit, le ministre de l'administration territoriale, chaque fois, face à la presse, que c'est un don du président de la République. Mais le ministre de la Santé a réceptionné ce don présidentiel qui, en réalité, est le don de la Chine au Cameroun. Ça a des conséquences diplomatiques graves. Parce que là, la Chine peut interpeller l'État du Cameroun pour dire nous avons appris par les médias, notamment par la presse privée, la radio et la télévision, on a vu un ministre présenter notre don, le don de la Chine, comme étant un don du président de la République. Parce que le président de la République lui-même doit se demander comment est-ce que on a... Monsieur il est un surhomme. Laissez-moi m'exprimer. Non, c'est parce que... Il dit que le président doit lui-même s'interroger. Comment on peut laisser croire que j'ai fait un don qui n'est pas le mien? Et dans le cas d'espèce... Par honnêteté. Par honnêteté intellectuelle. Par rigueur et moralisation, tout au moins. Vous savez, le chef de l'État en 82, lorsqu'il accédait à la magistrature suprême, il insistait sur la notion de rigueur et moralisation. Si on convoque simplement ces deux notions, par rapport à l'exemple que nous prenons, où est la rigueur, je pense que Paul où est la moralisation, doit se retourner là où il se trouve. Comment on a pu faire passer un don d'un pays ami comme étant le mien? J'ai dit ça a des conséquences diplomatiques graves sur lesquelles je ne reviendrai pas. Continuons avec la question que vous avez posée. Alors, est-ce que ces femmes camerounaises leaders, concernant toujours le Covid-Gate, est-ce qu'elles ont pour vous raison de demander au FMI de ne plus donner des fonds supplémentaires au gouvernement camerounais si un audit n'est pas sur la gestion actuelle de ces fonds et si les responsables gouvernementaux et administratifs ne sont pas sanctionnés pour leur indélicatesse dans la gestion de ces fonds-là? D'abord, il faut savoir que ce sont des femmes de la société civile, des femmes politiques, des femmes du secteur privé, des femmes qui, sur le plan national comme sur le plan international, ont du renom. Elles ont une force mobilisatrice. Elles sont entendues à travers leur formation politique, à travers les organes ou institutions dans lesquelles elles travaillent, comme ONG ou comme entreprise. Et leur voix compte en tant que citoyennes camerounaises. Ça, il faut d'abord le dire. Pour dire qu'elles sont dans leur rôle comme camerounaises, pour prendre une position sur une situation grave qui interpelle toute la nation à un moment donné. Et sur ce cas précis, je dis, elles ont raison de prendre position et d'interpeller, n'est-ce pas, l'opinion publique internationale à travers
les Nations Unies, à travers notamment l'organe de l'Organisation des Nations Unies qui a le pouvoir de prendre des décisions avec la contrainte, c'est-à-dire le Conseil de sécurité. Et pour le rappeler, il y a 2 ans, une instance, une réunion informelle du Conseil de sécurité s'était réunie sur le cas Cameroun, notamment en ce qui concerne les problèmes humanitaires, en relation avec la crise anglophone, en relation avec les violations flagrantes des droits de l'homme au Cameroun. S'il faut y ajouter tout ce qui a pu se passer depuis la réunion informelle sur le cas Cameroun, jusqu'à ce jour, parce qu'à l'époque, la guerre n'avait pas pris cette proportion dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et la situation sanitaire que nous connaissons aujourd'hui n'était pas encore connue. Si à cela s'ajoutent des malversations financières et des fautes de gestion, clairement constatées, identifiées à travers l'enquête de la Chambre des comptes de la Cour suprême de l'État du Cameroun, nous nous rendons compte que si des citoyennes comme celle-là peuvent prendre une position comme celle-là, ce sont des voix qui peuvent être entendues aussi bien par les missions diplomatiques accréditées au Cameroun, et notamment par la représentation des Nations Unies, qui est à Yaoundé. C'est des voix qui peuvent être entendues également par le Conseil de sécurité lui-même, qui suit de près la situation au Cameroun depuis le déclenchement de la crise anglophone, depuis qu'il y a toute cette crise politique, depuis qu'il y a des guerres dans le nord et le sud-ouest, et même les problèmes que nous connaissons dans l'extrême nord avec Boko Haram et autres. Et nous pensons, avant de chuter, qu'il urge, avec tout ce qui se passe au Cameroun, que le gouvernement de l'État du Cameroun ne se laisse pas encombrer, je dis bien, ne se laisse pas encombrer, parce qu'il se laisse encombrer par des problèmes qu'il peut régler, et pour lesquels il n'a pas besoin de se justifier à l'international. Et ces problèmes sont lesquels? Nous avons, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années aussi, des Camerounais qui ont été interpellés, arrêtés dans le cadre de la crise anglophone. Les Mancho BBC, les Ngalim et autres. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font à la prison de Kondengui et dans d'autres centres de détention au Cameroun. Ils n'ont rien à y faire. Ce ne sont pas des terroristes. Je parle de Mancho BBC et tous ceux qui ont été arrêtés avec lui. Tous ceux-là peuvent être élargis dans le cadre d'un arrêt de poursuite. Ça, c'est un exemple que je prends. C'est un encombrement pour le Cameroun de les garder en prison. Nous avons également des Camerounais qui ont décidé, le 22 septembre dernier, de faire des marches pacifiques, qui sont connues. Et ces marches sont reconnues par la Constitution de l'État du Cameroun. Ces marches sont reconnues par les conventions traitées, signées et ratifiées par le Cameroun, qui, d'après l'article 45 de la Constitution du Cameroun, lorsque les conventions traitées ont été signées et régulièrement ratifiées, c'est-à-dire que dès leur entrée en vigueur, ils ont une autorité supérieure à celle des lois. Les marches pacifiques font partie des textes que le Cameroun a ratifiés. Un des textes les plus importants, c'est le pacte international. Qui donne le caractère pacifique à la marche. Pacte international relatif qui donne le caractère insurrectionnel à la marche. Il y a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y a la Charte africaine de la démocratie, des élections, de la gouvernance. Le gouvernement devrait tout faire. Et là, c'est le chef de l'État, c'est au chef de l'État que je m'adresse. Il ne faut pas qu'il s'encombre des prisonniers politiques. Parce que les marcheurs et les non-marcheurs, oui, parce que certains ont eu simplement l'intention de marcher, n'ont même pas marché, ont été arrêtés chez eux devant leurs femmes et enfants. Et ils sont interpellés en justice. Coaction passive, je veux juste pour attroupement, pour rébellion, vous ferez un très pour bon insurrection. Très bien. Pour avoir été arrêté dans leur domicile, c'est le cas de Biboun Issa, par exemple. Tout à fait. Donc c'est un des cas d'encombrement pour lesquels le gouvernement devrait tout simplement élargir toutes ces personnes. Ça fait bientôt 8 mois. J'ai dit 8 mois. Certains sont devant le tribunal militaire, d'autres devant les tribunaux de droit commun. On ne comprend même pas pourquoi ils se retrouvent devant les tribunaux militaires en violation des textes signés et ratifiés par le Cameroun. Après vous, Edmond Kamga, Jean-Robert Wafo, devant l'attitude du gouvernement maintenant en prison, des militants de l'opposition, des Camerounais arrêtés dans le cadre de la crise anglophone et d'autres arrêtés dans le cadre de la crise sécuritaire
à l'extrême nord du Cameroun, faut-il saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies, comme viennent de le faire ces femmes leaders camerounaises, afin que ce Conseil de sécurité exerce une pression sur le gouvernement pour obtenir une décrispation du climat sociopolitique dans le pays. Avant de répondre à cette question, j'aimerais tout simplement finir avec le précédent sujet, le précédent thème. Il faudrait que tous les donneurs d'ordre, tous les relayeurs, quand on parle de donneurs d'ordre, il se trouve que les principaux donneurs d'ordre sont le président de la République. Si on s'en tient à ce que le ministre secrétaire général à la présidence de la République a dit, c'est soit le président de la République, soit le ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République. Qu'on nous dise exactement combien, c'est-à-dire sur la base des allocations, de ce qu'on a alloué aux différents ministères, qu'on nous donne les comptes d'emploi. Et que ceux-là qui seront reconnus comme coupables de malversation, qu'ils soient considérés comme des terroristes. Et ça me permet donc de chuter sur votre question. Il n'est pas normal que des prévaricateurs, c'est-à-dire se retrouvent là libres. Les terroristes de la fortune publique. Les terroristes de la fortune publique, ils sont là libres au nom de la présomption d'innocence que je respecte. Par ailleurs, pendant qu'il y a également des gens qui sont en prison pour avoir manifesté leur opinion. Vous trouvez ça normal? Pour avoir exigé la transparence, monsieur Wafa. Est-ce que c'est normal? Mais on est dans quel pays? Le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. Avez-vous apporté les preuves de leur tentative d'insurrection? Et qu'est-ce qu'on appelle même insurrection? Moi, je peux dire que ce qui se passe là maintenant, par rapport au Covid, c'est une insurrection contre la fortune publique. Voilà un fait qui peut, c'est-à-dire qui peut avoir l'assentiment populaire. Non. C'est au moins une hostilité contre la patrie. C'est une véritable hostilité contre la patrie. Des Camerounais sont morts. Oui, monsieur le procureur. Maintenant, qu'est-ce que ça coûte? Sauf qu'eux, ils sont libres. Qu'est-ce que ça coûte à ce régime de libérer ceux qui ont été injustement emprisonnés? Quand je parle notamment des marches du 22 septembre. Qu'ont-ils fait? Ils ont manifesté à main nue. Vous les prenez, vous les amenez en prison, vous les incarcérez. Moi, j'appelle ça une prise d'otage. C'est sûrement grave. Et ces femmes qui ont écrit au Conseil de sécurité de l'ONU, elles ont le droit de le faire. Parce qu'on a comme impression que quand on parle au Cameroun, quand on parle entre nous, ça ne leur dit rien. Ça ne dit rien à ceux qui nous gouvernent. Mais une fois que ça franchit, donc ça quitte du territoire pour aller à une institution internationale, c'est à ce moment-là qu'ils bougent. Qu'est-ce que ces femmes-là également disent? Elles disent que le 26 juin 2017, dans le cadre de la facilité, donc de la facilité élargie de crédit, le FMI a donné 666 millions de dollars au Cameroun pour le remettre à flot. Mais on se rend compte que cet argent-là, les retombées ne sont pas visibles. Et que curieusement, ça coïncidait avec l'intensification du conflit dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi qu'à l'extrême nord, avec Boko Haram. Et elle se pose la question de savoir si effectivement cet argent attribué au Cameroun dans le cadre de la facilité élargie de crédit n'a pas plutôt servi à acheter les armes pour combattre les populations du nord-ouest et les terroristes, n'est-ce pas, de Boko Haram. Elles ont le droit de se poser cette question. Monsieur Maud, montrez-moi un seul projet qu'on a réalisé grâce aux emprunts qui fonctionne et qui ont été qui a été remboursé. L'art de sortir du sujet. C'est pas l'art de sortir du sujet, c'est le problème que ces femmes-là posent. Parce que quand le FMI, dans le cadre de la facilité élargie de crédit, nous donne 666,2 millions de francs CFA, donc c'est près de dollars, c'est près de 400 milliards. Ça fait 36. Qu'est-ce que nous faisons avec? Qu'est-ce que nous avons déjà fait ici? Toutes les dettes que nous contractons, qu'avons-nous fait de cette dette? Vous êtes député de la nation. Montrez-moi un seul projet qui a été financé grâce aux emprunts et qui a été remboursé et dont la plus-value a pu générer d'autres projets.
Montrez-moi un seul. On dit que nous sommes endettés à hauteur de 10 000 milliards. Ça, c'est... la caisse autonome d'amortissement. Dites-nous ce qu'on a fait avec. Prenons le cas de la Cannes, du scandale de la Cannes. Nous avons pris l'argent où? On parle de près de 3 000 milliards. Est-ce que vous, en tant que député, vous pouvez nous répartir ici, dire que bon, nos recettes, on a pris de l'argent, là, voilà la dette que nous avons contractée, quels sont les taux d'intérêt? Les conditionnalités. Voilà la nature de compte rendu que vous exigez d'un élu du peuple. Qu'est-ce que vous, en tant qu'élu, il y a des canaux nécessaires, il y a des canaux républicains. Je suis désolé. Parce qu'à Robert Wafo, on n'aura jamais fait suffisamment. Monsieur Motte, vous ne représentez pas l'exécutif. Même comme je sais que vous êtes une passoire, que vous êtes une chambre, que vous n'êtes que la poste de l'exécutif. On ne va pas rivaliser. Je suis désolé, vous représentez la nation. Et je fais partie de la nation. Maître Dieu fait partie de la nation, c'est nous fait partie de la nation. Nous aimerions savoir. Nous ne voulons pas de votre phraséologie sur ce plateau. Nous voulons savoir comment ça se passe. Et on vous a élu, on vous a proclamé élu. Voilà. Pour que vous nous rendiez compte. C'est plus précis. Pour que vous nous rendiez compte. On est sur ce plateau-là depuis plus d'un temps. Vous n'avez rien du tout. Au contraire, vous êtes comporté comme l'avocat défenseur de l'exécutif. Pourtant, député de la nation. Vous êtes député de la nation. Jean-Robert Wafo, on va rester poli et je suis poli, je n'ai utilisé des arguments ici. Je n'ai utilisé. Mais en allant vers le Conseil de sécurité des Nations Unies, est-ce que ces femmes sont en train de mener une démarche pour amener la communauté internationale à s'ingérer dans des affaires internes du pays? Non, elles ont fait le bon diagnostic et elles ont su à qui s'adresser. Parce que plusieurs fois quand on parle au Cameroun, quand ça s'arrête à notre niveau, Yaoundé ne bouge pas. Et la symbolique de voir des femmes qui ont un leadership très forte. C'est une symbolique très forte, très puissante. Et vous allez maintenant les voir bouger un peu là, à Yaoundé. Mais même si vous bougez, vous n'allez pas nous distraire. Covid-19, scandale de la Cannes qui a glissé. Alors, honorable Samuel Motte, vous avez été interpellé plusieurs fois sur ce plateau en tant que député sur le rôle du parlementaire à contrôler l'action du gouvernement, à rendre compte à la nation camerounaise, à ses élus, au moment où le pays est confronté à de multiples scandales. Que répondez-vous? Nous sommes bien dans notre rôle et l'autre rôle, nous le faisons de manière très efficace, très loin des plateaux de télévision et très loin également des gens qui pensent qu'à un moment donné de la conversation, il peut y avoir des avis sentencieux, des conclusions sentencieuses qui n'ont aucune forme de recours. Et en plus, venant d'un homme de droit que Laurent Djehou, être sentencieux dans une conversation me semble totalement ahurissant. Ubiesque, c'est le thème qu'ils aiment souvent utiliser. Il doit comprendre également ces poursuites qui sont les miennes, sont des poursuites qui sont défendables. Et parce que dans ces arguments, en plus, on ne sait pas très bien s'il est dans l'émotion, s'il est dans le raisonnement. Je voudrais tout simplement lui rappeler qu'en ce qui me concerne, la bonne justice, c'est elle qui est rendue également dans le cadre d'une sérénité, sans excitation de qui que ce soit. Il faut laisser les choses s'apaiser. Et en ce qui me concerne également, je ne participerai d'aucune forme de bandit populaire à pouvoir déclarer à corps et à cri, alors que je n'ai pas la moindre preuve que des gens puissent être condamnés. Ça, c'est le rôle de la justice. Mais il y a le cas du gouvernement. Attendez. Il y a deux cas qui ont été présentés. Attends, mais j'en viens effectivement. Quand je le dis oui, pour le gouvernement, qui, pour l'heure, ils pensent qu'ils vont porter, je veux dire, l'accusation en ce moment, ils ne sont pas des procureurs, mais c'est également valable pour des gens qui ont été arrêtés dans le cadre de toute autre forme d'infraction, y compris les infractions qu'ils ne veulent pas reconnaître. Je vous rappelle, nonobstant l'ensemble des conventions internationales, nous avons des lois et des règlements chez nous qui vous disent que vous doivent être respectés. Puisqu'ils parlent d'insurrection, et sortons de là. Joe Biden, toute manifestation qui a pour tendance à remettre en cause des institutions républicaines est une insurrection.
Une phrase plus loin, il n'y a pas d'insurrection pacifique. Je ferme la parenthèse. Vous êtes plutôt sentencieux, cher monsieur. Non, mais je ne suis pas sentencieux, je cite. Je cite quelque chose de sentencieux. Là également, au lieu de chercher des arguments, cherchons des arguments. Il ne m'est pas apparu, Gardez vos émotions, calmez vos émotions. Je rappelle les règles d'audit. Je rappelle tout simplement les règles d'audit. Sauf qu'on n'est pas entre rapport provisoire et rapport d'étape, on est dans la même problématique. Il est émis. Attendez, il est émis dans le but de faire parler les gens qui ont été audités. Parce qu'également, c'est ce qu'il n'a pas souligné tout à l'heure, parce qu'il faut être assez rapide, il arrive très souvent, dans le cadre des pratiques d'audit, d'annoncer des choses de manière plus forte, parce qu'on sent qu'il y a de la crispation, les gens ne veulent pas parler, on les annonce de manière plus forte pour qu'effectivement ils puissent les décoincer. Et donc, effectivement, je sais que ce qu'un rapport provisoire d'étape signifie. On peut avoir... donc maintenant c'est rapport provisoire d'étape. Je veux dire que ce soit... Oh, mais écoutez, donc c'est plus rapport provisoire. Que ce soit rapport d'étape pour les uns, rapport provisoire pour les autres, la vocation, la finalité sera toujours la même. Faire en sorte que les gens puissent sortir du bois pour pouvoir parler. Alors, mais également, écoutez-moi très bien. Je voudrais également que l'on soit en respect quand on discute entre nous. C'est ça également qui est le fondement de la République. On n'a pas à prendre des contrôles a priori, des contrôles a posteriori. Là où je l'attends dans l'argumentaire. Quand il parle également de points choisissez une fois mes arguments à ma place. Quand il parle également de contrôle, je voudrais terminer là-dessus. Oui, choisissez directement les arguments que je dois utiliser à ma place. Je voulais terminer là également pour pouvoir dire ceci. Le travail qui est fait au niveau du Parlement, il n'a nullement la connaissance de ce qui se passe. Monsieur Maud répondait à des questions il est très flatté par les commissions parlementaires, sauf que les commissions parlementaires également, leur formation rentrera également dans le cours de ce qui se passe dans la réunion publique, où il y a 2 ou 3 personnes à l'intérieur d'une assemblée qui va se lever un jour pour pouvoir dire je demande une commission d'enquête, et qu'avant de l'inscrire dans l'ordre du jour de l'assemblée, qu'il y ait un vote. Il ne peut pas également recuser qu'à l'intérieur d'une décision que l'on puisse voter pour savoir si on inscrit. Effectivement, ça a du mal à marcher. Parce que ça ne vous intéresse pas au RDPC. Parce que effectivement, ça les intéresse pas. Quand ils ont demandé une commission d'enquête, ils pensent qu'ils veulent trouver une tribune à cela. Il y a des choses également dans le... On parle de vous, député RDPC. Vous ne pouvez pas demander une commission d'enquête. Mais également, vous voyez très bien qu'ils donnent des leçons, mais ils ne suivent pas très bien de ce qui se passe. J'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne l'arsenal de contrôle, on le renforce au quotidien, de jour en jour. Quels sont les résultats? Vous avez changé quoi à l'Assemblée? Aujourd'hui, dans le cadre effectivement de ce qui se passe, vous avez modifié une seule virgule. Je vous en prie, il a la parole. Dans l'activité parlementaire, j'ai souligné dans mon intervention, au début, que parmi les instruments de contrôle que nous avons aujourd'hui, nous avons la Chambre de compte, certes, qui s'occupe du contrôle externe. Et d'ailleurs, vous entendu parler. Vous parliez des instruments de contrôle parlementaire ou des instruments de contrôle tout court? La Chambre des comptes. Il y a également la Chambre des comptes là. Contrôle parlementaire. Vous parlez des contrôles parlementaires. J'ai dit pendant les éléments des instruments que nous avons, les éléments de contrôle que nous avons, la République met en marche pour pouvoir s'assurer que les sécurités fonctionnent très bien. Il y a la Chambre des comptes. Contrôle externe, il y a le contrôle supérieur de l'État, qui est l'auditeur interne, et en plus, le régime financier de l'État aujourd'hui donne la possibilité à la Commission des finances de l'Assemblée nationale de pouvoir faire des Mais au Cameroun, qu'en avez-vous donc fait? Depuis au moins une quinzaine d'années, il n'y a pas eu de commission d'enquête parlementaire sur de nombreux scandales financiers à travers le pays. Très bien. Pourtant, les députés, qu'ils soient de l'opposition ou même certains de la majorité, ont plusieurs fois posé le problème lors des différentes sessions parlementaires. Pourquoi est-ce que vous vous réveillez tous les matins et être étonné que le monde dans lequel on vit, il est formaté comme il est? Vous voulez tout ramener vos problématiques au Cameroun. Je vous rappelle qu'au niveau de l'Assemblée nationale de France, il avait été demandé que l'on fasse une commission d'enquête sur le garde du corps d'Emmanuel Macron. Cette demande de former une commission d'enquête à l'Assemblée nationale a été mise en échec. Elle s'est déroulée valablement au Sénat. Mais vous avez bien compris ce que j'ai début. Mais je vous en prie, c'est pour vous dire ce que en France, on a aussi l'Assemblée nationale et le Sénat. Et les deux sont bien. C'est pour vous dire ceci. Ne me coupez pas. C'est pour vous dire ceci. Depuis le début de l'année 2021, il y a au moins une dizaine de commissions d'enquête parlementaire qui sont en cours
à l'Assemblée nationale française. Des questions comparer aussi ça. Afin de permettre aux députés de pouvoir mieux savoir comment fonctionne le pays. Vous avez cité un cas, mais d'autres existent. Pourquoi au Cameroun, sur une quinzaine d'années, rien n'est fait? Est-ce que c'est dit nous faire essayer que dans l'absolu, est-ce que j'ai dit dans l'absolu, on ne doit pas... Dites-nous donc plutôt, quelle est la commission d'enquête qui a été menée? Il y a un carnaval républicain qui a été... et qui est en vigueur et qui fonctionne dans tous les cieux. Vous venez avec la possibilité d'inscrire une commission parlementaire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, on votera pour pouvoir savoir s'il est opportun de l'inscrire ou pas. Vous voulez changer la République, elle fonctionne partout ailleurs comme ça. Et quand je vous rappelle ça, c'était pour vous dire ceci. À partir du moment où il y a une majorité qui se regarde dans une chambre, faire inscrire un point à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, il faudra compter avec cette majorité-là. Et c'est pour cette raison, parce que la majorité de LRM, elle est très forte au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on dit effectivement qu'il n'y aura pas de commission d'enquête. Et que parce qu'ils sont minoritaires au niveau du Sénat, qu'on inscrira. Et là également, dans le cas de ce que le Sénat fait, vous voyez très bien qu'il cherche une tribune. Le Sénat cherche une tribune à travers cette... Ça veut dire que l'Assemblée nationale considère comme étant une affaire anodine. Eux, ça les intéresse pour cette raison-là. Attendez, je vous en prie, honorable Samuel Moto. Vous êtes en train de nous dire que le RDPC, majorité à l'Assemblée nationale, ne s'intéresse pas du tout. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Quand il y a des scandales au Cameroun, ce n'est pas vous dire rien, vous, les députés du RDPC. Vous ne voulez pas de attendez, qu'on comprenne bien. Pourquoi vous faites des déductions? Pourquoi vous faites des déductions? Nous pensons également que la République fonctionne avec des instances, avec une certaine forme de spécialisation. Je suis tout heureux de constater qu'il y a effectivement un audit qui a été fait par les hauts magistrats de la République. Oui. Je vous en que cet audit-là donnera lieu à une enquête et qu'éventuellement on condamnera les gens. C'est son rôle à lui. Et l'Assemblée nationale n'aura rien dit. On ne transportera pas. Je vous en prie, il a la parole. Aussi longtemps que ce mécanisme a été mis en œuvre, nous ne voyons pas l'opportunité de donner une tribune aux gens, notamment des gens comme Jean-Michel Nietzsche, à vouloir penser effectivement qu'il va venir, y compris à l'Assemblée nationale, la Chambre des comptes lui a donné raison. Le rôle de la mouche dans la Chambre des comptes lui a donné raison. Et ne parlez pas de lui, ne parlez pas de Nietzsche. Comme vous venez d'abord d'arriver à l'Assemblée nationale. Lui, il est plus ancien que vous, parce qu'il a son troisième mandat. C'est pas le fait d'être resté là-bas longtemps qui va nous donner compétences supplémentaires. Mais en même temps, ce n'est pas le fait d'être resté là-bas longtemps qui va donner compétences supplémentaires. Vous venez d'administrer la preuve en Mondovision qu'il n'y a pas de députés au Cameroun, que les députés du RDPC ne sont pas des députés, que c'est des débutants. Parce que vous faites comprendre que vous n'accepterez jamais, n'est-ce pas, qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire. C'est désolé. Merci, monsieur le députant, d'avoir informé. Je vous en prie, on reste poli et courtois. Il s'agit des députés de la nation. Non, mais ils ne sont pas des députés. Et qui assument. Ils viennent d'achever de me convaincre qu'il n'y a pas de députés RDPC, que tous ne sont que des débutants. Mais non, pas d'injures, pas de propos déplacés, pas de caricatures. Tu sais, personnalité de la République. J'aimerais un dernier mot, Roland Diou, sur le fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies a été interpellé par une vingtaine de femmes camerounaises reconnues sur le plan international pour leur leadership, elles qui appellent à une pression sur le gouvernement camerounais pour la décrispation du climat politique. Comment vous entrevoyez les mois à venir au regard de cette sortie de ces femmes camerounaises? Je vous remercie pour votre question, mais permettez-moi de dire un ou deux mots avant sur le débat qui a eu lieu récemment. Je ne dirais pas, comme mon copanéliste, que nos députés du RDPC sont des débutants. Non, je ne le dirais pas, mais je dirais au Camerounais... Mais vous l'avez dit avant cela. Je n'ai pas utilisé de telles expressions, monsieur pas très loin. Je vous en prie, gardez-vous de m'attribuer des choses qui ne me ressemblent pas. Prêtez-moi peut-être de l'argent, mais pas les mots. Prêtez-moi même souvent vos arguments, mais laissez-moi le libre choix de les utiliser ou pas. Parce que vous avez une certaine tendance à imposer aux autres les arguments qu'ils doivent pouvoir utiliser. Souffrez que nous puissions avoir une argumentation parfois différente de la vôtre. Souffrez de cela. Donc, j'étais en train de dire que si en France, on peut prendre des exemples de comparaison quand ça nous arrange, prenons aussi ces exemples-là tout le temps.
On a refusé la commission d'enquête pour Benalla. Ouais. Il y en a 10 autres qui sont en cours. La même Assemblée nationale. Parce qu'on a jugé opportun. On ne vous a pas demandé pourquoi. Parce que la majorité en a décidé. Personne ne vous a demandé pourquoi. Ce que je vous dis là, c'est factuel. Il y a 10 enquêtes parlementaires en cours. Roland Djéou, je n'ai jamais dit qu'on ne doit pas Je n'ai pas beaucoup de temps à figurez-vous. Vous avez dit que vous n'organisez pas. Figurez-vous que je n'ai pas... On n'organiserait pas. Dès lors que la majorité va estimer que ce n'est pas la peine d'organiser, on En tout cas, n'organisera pas. figurez-vous que je n'ai... Ainsi fonctionne la République. Je vous en prie, Samuel Mout. Jean-Robert, l'honorable Samuel Mout. Roland Djéou a la parole. Ce que je veux dire, c'est qu'elles existent factuellement ailleurs. Peut-être pas pour le cas Benalla, mais pour d'autres cas. Comparaison avec le cas Cameroun. Quelle est la commission d'enquête qui a été mise en place au Cameroun? De mémoire, je ne m'en souviens pas qu'il y en ait eu. Même pas pour le coup de... Même pas pour le coup de cœur. Même pas pour le coup de cœur. Même pas pour la CAN. Et même pas pour le Covid-Gate. Une instance habilitée qui l'a bien fait. Non, parce que les députés à l'époque a n'avaient pas jeté la honte aux chiens. Voilà. Parce que les députés à l'époque, Deuxième quand le chose, a posé le problème de l'affaire Mouchipouguet, il se trouve que il a été condamné par l'instance appropriée et sans donner la tribune à qui que ce soit. Voilà. Deuxième chose, il a été condamné par une instance appropriée sans donner la tribune à qui que ce soit. Deuxième chose Oui, que la prise de position de M. Motte m'a inspiré. Et là, il réagissait à un propos qui lui rappelait que par rapport à l'honorable Nietzsche, il était un genou. Alors, il a voulu nous dire que le fait d'avoir mis longtemps au Parlement ne procure pas une compétence particulière. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais par analogie aussi, cela veut dire que ceux qui sont depuis 40 ans au pouvoir n'ont pas une compétence particulière de ce fait-là. Et donc, ils ne sont pas obligés de voler les élections et de dire aux Camerounais après qu'ils volent ces élections parce qu'ils ont l'expérience, je dirais, la force de l'expérience qui ressemble plus à la farce de l'expérience. Sur la question de nos concitoyennes, de nos braves concitoyennes qui ont pris leurs responsabilités, au-delà de tout ce qui a été dit déjà par le passé, auquel je m'associe notamment en ceci que c'est une action citoyenne forte et courageuse qu'il faut encourager, j'aimerais aussi surtout m'appesantir sur le contenu de ce qui peut motiver une telle démarche. Parce qu'il s'agit quand même de saisir au bon le fait que nous parlons là d'un endettement, on va dire, cyclique et même endémique. Nos concitoyennes, qui sont pour la plupart des femmes, des femmes respectables, et donc qui sont des mères, se sont rendues compte que nous sommes en train, en plus de s'enliser dans la crise sécuritaire, la crise sociopolitique, la crise post-électorale et la crise de transparence, dans un endettement cyclique qui va peser et qui va hypothéquer finalement l'avenir des enfants que ces femmes mettent au monde. Et voilà ce à quoi je crois, voilà ce pourquoi je crois que nous sommes gouvernés par des gens d'un cynisme et d'une méchanceté hors pair. Parce qu'en plus de nous sous-développer, en plus de ne pas utiliser les immenses ressources dont dispose le Cameroun, des ressources aussi bien humaines comme M. Motte, des experts comptables, des auditeurs et tout ce que vous imaginez, ces ressources immenses-là, les ressources naturelles, donc, à défaut d'utiliser tout ça pour nous assurer, à nous les citoyens, un niveau de vie acceptable comme le demandaient les UPCistes, ce gouvernement, cette gouvernance nous endette. Parfois nous endette pour rembourser des dettes. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est très grave. Nous endette pour consommer. La preuve, les eurobonds. Nous endette pour consommer. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on ne s'endette pas pour investir. On ne s'endette pas pour produire. On s'endette pour rembourser une dette. On s'endette pour augmenter le train de vie de quelques-uns. On s'endette pour donner du champagne à quelques-uns pendant que la majorité n'a même pas de l'eau. Et on attend que cette dette soit remboursée finalement par les générations futures. C'est de la méchanceté gratuite. Alors, un petit mot. Pour terminer cette émission, Edmond Kambia, un dernier mot. Au moment où ces femmes sont en train de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies à travers une lettre ouverte, il y a l'ambassadeur de France qui a rencontré le chef de l'État le même jour. Et au terme d'un entretien qui a duré plus d'1 heure,
il indique qu'il a discuté des perspectives du Cameroun avec le chef de l'État. Qu'est-ce qu'il faut entrevoir, sachant que la France est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et que des femmes sont en train d'exposer la situation du pays, en quelques mots? D'abord, je voudrais dire que les femmes, nos sœurs, nos mères, nos concitoyennes qui ont fait cette sortie sont fondées par la résolution 1325 qui avait été adoptée par le Conseil de sécurité en l'an 2000, qui permet aux femmes de participer sur des questions qui concernent la paix et la sécurité. Et ces résolutions du Conseil de sécurité encouragent les femmes à participer sur des questions de paix et sécurité, sur les problèmes de négociation de paix, sur les questions de processus de paix, dans des situations où il y a enlisement, comme au Cameroun, avec la crise anglophone, ou alors la guerre dans le Boko Haram. Et cette résolution 1325 permet aux femmes, à nos sœurs camerounaises par exemple, de faire respecter les droits fondamentaux des femmes en temps de guerre. Elle leur donne accès à la justice, etc. Maintenant, sur la rencontre entre le chef de la mission diplomatique de la France et le chef de l'État, qui arrive dans un contexte comme celui-ci, cela augure des perspectives, j'espère, meilleures par rapport au Conseil de sécurité qui peut, pour une fois, de manière formelle, se saisir de la question du Cameroun et établir les responsabilités sur les questions principales concernant la crise anglophone, la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, et sur les problèmes de crise politique au Cameroun, notamment l'arrestation des prisonniers politiques, parce que c'est une question majeure grave. C'est d'autant que le haut commissaire, Michel Bachelet, des droits de l'homme, avait demandé, supplié tous les États membres de l'Assemblée générale de l'ONU à libérer la plupart des prisonniers politiques pour qu'ils ne soient pas dans des situations sanitaires graves. Merci Edmond Kamdia. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci honorable Samuel Motte et Edmond Kamdia d'avoir participé à ce débat. Je vous dis également merci messieurs Roland Duhou et Jean-Robert Wafo d'avoir participé à ces échanges. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.